C'est bon, c'est bon. Déjà, quand on voit la salle, c'est next. Il n'y a pas de place. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de nous, c'est ce que partager en disant il n'y aura pas de live Facebook. Allez sur moi, j'ai compris dessus. Comment je fais aux gens? J'ai envoyé sur tous les groupes Messenger. J'ai envoyé sur tous les groupes Messenger. Essayez de partager sur tous les groupes. Il faut aller dehors. Je te laisse. Donc montrer le lien. Qui nous aille sur Gilets jaunes Pacifique. Il faut qu'on partage sur tous les groupes 06. Ouais, voilà, vous allez en haut, vous partagez sur tous les groupes Pacifiques, etc. Et qu'ils aillent sur Gilets jaunes Pacifique. Laura, tu gardes ma place. C'est qui fait le live Facebook? Ben, on peut pas, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. C'est bien d'avoir progressé à l'avant, comme ça on va préparer tout ça et je vais communiquer sur le groupe. Attends, je te passe Mathilde, parce que Mais moi je comprends rien. il faut repartager sur tu partages Là, de ce côté. Voilà, là. Ici. Ici. YouTube, je dis par contre, tu vas dans l'événement. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue les gentils ici. Conférence technique, j'ai fait un dernier post. Oui, on a pris le papier. Là, c'est direct. Non, pour de Oh, ouais, c'est bon. Non. comme ça qu'on fait Les tests, D'accord, il y a où la salle? je te laisse partager ça. Allez, ça marche, je vais voir pour tous les amener. Allez, ça marche. Attention. Babette. T'as compris? Bravo. Attends, je te mets sur le haut-parleur. C'est Pascal. Pascal? Vas-y. Bah, retourne sur. Ah non, j'ai rien, désolé. Retourne sur le YouTube et normalement, là, je l'ai lancé depuis 3 minutes. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon. Tu rafrais. Ouais, parce que tu sais, je l'ai partagé sur les groupes Messenger, je l'ai partagé sur tous nos groupes Messenger comme je l'ai partagé. Tu devrais le trouver sur les groupes Messenger comme. Allez-y. Mirabel. Non. Là, il y a de ça 1 minute. Du coup, je sais, l'événement, ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai refait là, il y a une vidéo en direct là, et j'ai déjà 14 personnes de connectées dessus. Donc, regarde sur les groupes Messenger, je vais envoyer le lien, il y a de ça 1 minute ou 2. Et après, une fois que tu seras sur la page, je vais la partager sur tous les gilets jaunes 06 Pacifique, machin, truc. Il faut ouvrir les autres. Ouais, attention. Tu t'en sors? Pardon. Comment ça, il est pas dans... Mais non, pas sur Pacifique, c'est sur les Messenger. Sur les Messenger. J'ai remis le lien sur l'événement. Le lien de la chaîne. Ah, le lien de la chaîne, il est sur l'événement, le lien de la chaîne. Le dernier post là, que je viens de mettre. Sur le dernier post qu'elle vient de mettre, Laura, sur l'événement, il y a le lien de la chaîne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi je peux pas, là je peux pas. En toute honnêteté, là c'est pas possible, je peux pas. Là le live il est lancé, je peux plus utiliser mon téléphone.
ça soit toi qui prends et qui le partage qui partage le toi sur les groupes Gilets jaunes pacifiques, etc. Parce que moi je sais pas là. C'est bon, tu le vois direct. Francis Lalanne qui va jouer une chanson. Tout le monde a été intégré dans les salles. La petite salle qui est là-bas au-dessus. On a rouvert en haut. Et il n'y a personne dehors. Tout le monde est intégré soit au Mamac, soit ici, soit ici. Le message. Le message. Voilà. Hein? Le message. Le message. Ouais, bah, on verra ça à la fin. Ce mec-là qui veut lancer un parti chez les jeunes. Mais bon, bah, du coup, ça va, tu arrives à voir en direct, ça marche? Il parle, il a... Cool, tu vois Babette là, juste devant toi? Tu vois le gros Mimoun? Ok. Bon, c'est très bien. Bon, bah, à tout à l'heure alors. Cool, merci à toi. Le live, Ah, fun. Ouais, merci à toi. c'est Gilets jaunes TV, c'est ça? C'est Télé Gilets jaunes. C'est ça, c'est Gilets jaunes TV, c'est Non, c'est Télé, T-E-L-E, espace gilet, espace jaune. Ouais, sur YouTube, ouais. ça, c'est ce qu'il va y avoir. Ce soir, ouais. C'est ce qui va être enregistré. Là, c'est en direct et ça sera normalement en rediffusion dès la fin du live. Voilà. De rien. Mais ça va bientôt changer, ça sera l'écho du peuple d'ici une semaine. Voilà. Attendez encore une. Allez. Mais tu fermes les yeux à chaque fois. Encore. Oh là là. Ah, mais je sais pas moi. Même dès qu'on voit l'escalier, C'est con, sur Internet. C'est raté. c'est mieux Internet que la télé. Bah ouais. C'est YouTube alors. Tiens, je t'ai envie. Oui. Il arrive, il est là. Bah, on peut la faire si tu veux, hein. On peut faire la conférence nous. Hein. Moi, je fais quoi Moi je veux bien. Hein. Bonjour, c'est moi Étienne. Alors, c'est la coopérative. je me suis mis une petite perruque, je n'ai plus de cheveux, mais bon voilà. Alors je vais vous expliquer le RIC. Quel est le vrai entre la coopérative et le corps? C'était le sujet. Il arrive. Vous savez? Sinon, on a une base, l'Union européenne, c'est pas démocratique. Si c'est trop fort, c'est pas démocratique. On va avoir des nouvelles, savoir si Étienne y arrive, parce que... On m'a dit une demi-heure, tu l'as dit? Non, un quart d'heure, j'avais dit. On n'a pas tardé là-dedans. Je t'ai dit ça il y a 5 minutes. Ça nous je t'ai dit ça. Non, mais quand je vais parler de votre l'Union européenne, pour faire un débat sur la boîte. Ouais. Ce sont des non. Il fait un pognon dedans. Ouais, c'est clair. Voilà, vas-y Nelly, s'il te plaît. Fais une annonce, quoi, parce Je dis désolé. que dans 5 Alors minutes. désolé, il a 5 minutes de retard, mais il n'a pas arrêté depuis ce matin 8h. Et donc on essaie d'avoir le meilleur des timings. Et c'est vrai que c'est pas évident de coller pile poil dans le timing. Et pour la salle, effectivement, on est tous serrés et on est désolé, mais on a fait au mieux.
Et malheureusement, comme on a pu, avec les moyens qu'on a, on n'est pas organisateur de soirée ni de quoi que ce soit. On est des débutants, donc on s'en excuse à l'avance. On n'avait pas de budget non plus. Donc on a déjà eu la chance qu'on nous prête, on est quelqu'un de gentil pour nous prêter une salle. Et on est désolé que certaines personnes n'aient pas pu assister à la conférence. Pour cette fois, c'était notre première, donc on fera mieux la prochaine fois. Voilà. Merci. Si t'es pas content, tu rentres chez toi. Non, mais si tu n'es pas content, tu rentres chez toi. Parce qu'il y a des gens qui attendent dehors. On a la version moins pédagogue. La femme, elle n'arrête pas de râler là. Il y a 2 écoles, ouais. On voit des nouvelles. Vous voulez pas plutôt chanter une petite chanson que tout le monde s'énerver? Je sais pas. Comment? Il ne va pas tarder, je pense. On va pas tarder. Le problème, c'est que ça capte pas de téléphone. Ils sont certainement en train d'arriver. Je sais, les prix mais c'est bon, c'est bien. En plus, il y a la coupure. Happy birthday to you. Happy... Ah, On chante en cortège. je crois que ça marchait. Oh, tête de con, on va te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con, on va te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con, on est venu te chercher. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci. Ça détend l'atmosphère. Macron, si tu savais tes réformes où on se les met. Aucune hésitation. Aucune hésitation. Je crois qu'on a dit. Il n'y a jamais eu autant pris des chansons comme ça dans la tête, quoi. Comment il fait là? Moi je me demande comment il fait pour résister, quoi. Il se fait enculer par Castaner. Il trouve l'ordre public. Sortez, monsieur. On est tous complices. Alors, excusez-nous pour cette attente. Normalement, monsieur Étienne Chouard est censé arriver dans les quelques minutes. On se lance un défi, la prochaine fois c'est Nikaya. C'est Nikaya ou rien du tout. D'accord? Voilà, on fait ça. Entre les chaises ou les chansons. Oui, c'est là. Mais si, c'est déjà un petit pas. Moi je trouve que c'est déjà un grand pas, même si Bon, Etienne est arrivé, il est en haut, il arrive. Et il voulait que le monsieur en chaise vienne. Il est où en haut? Le monsieur en chaise roulante. Ah oui, oui.
viennent. Et Fabrice dit, ah, mais non, il y a maman qui Il est en haut, il arrive, il est là. l'ascenseur, là-bas, il y a des personnes qui les gèrent la Ça y est, enfin le voilà. Au bout de 10 ans, ça paye. Je vais essayer de... Non, mais c'est pas grave, t'as fait ce que tu pouvais. Elle est où Je vais juste lire. Elle est où Ça a l'air. Au cas où il n'y a plus de batterie, il y a un mec qui a, sur le téléphone de route, qui a fait plein de rallonges pour pouvoir connecter le téléphone. Ouais, c'est le mieux, c'est de le brancher maintenant. T'as pas les muscles, toi? Tu fais pas la force des muscles? Non. Comme dans le film, là, où Patrick Swayze, là, il lève... C'est pas mon chargeur, moi j'ai un ampli. C'est pas 2 ans, c'est pas. En fait, il y avoir 2 heures à la base, mais ils ont rajouté un atelier constituant. C'est-à-dire comment apprendre par soi-même à faire à remanier une constitution. Ah. Alors, j'ai des gens qui me disent qu'il y a on va presque trouver. Ça bug souvent, ouais, je sais. à cause des gilets jaunes, ça arrête. On fait notre maximum. Hein. Bah oui, depuis ce matin, il n'arrête pas. On sent mal la vidéo. On essaie de régler ça. Nous sommes en fait dans une salle souterraine, donc il n'y a à la base pas de réseau. Donc on a essayé de faire au maximum pour qu'il y ait du réseau. On va faire tout ce qu'on peut pour que vous puissiez capter dans de bonnes conditions. C'est vraiment un truc de fou. Il y a un restaurant plein, comme il y a autant de gens qu'ici, un peu plus loin, et ils vont essayer de se brancher sur Internet et avoir le son sur les enceintes du restaurant. Mais je les ai prévenus, je leur ai dit si ça marche pas bien ou si vous n'arrivez pas bien à entendre, vendredi prochain, à Toulon, ils ont réussi à avoir un zénith. On a explosé. Hein. Ah bon? Je ne savais pas. Un mec de Monaco. Alors, entre les ronds-points ce matin, On peut pas parce qu'il y a de l'harcèlement. il faut juste baisser un peu le son, comme ça je peux parler plus près sans faire la scène. Entre les ronds-points ce matin et puis la radio cet après-midi, puis un journaliste de l'AFP. J'ai beaucoup parlé déjà et j'avais déjà la voix qui se pétait tout à l'heure, donc il faut que je fasse attention, c'est bien qu'il y ait un micro. Comme ça va m'obliger à être bref. Mais bon, ça c'est un serment d'ivrogne, j'ai du mal à se Lorsque, dans les choses importantes à faire ce soir, il y a nous entraîner à écrire nous-mêmes les règles du RIC, après avoir expliqué ce que c'est le plus vite possible. Et
pas seulement celle du référendum d'initiative citoyenne, mais aussi celle du mandat, de la représentation, rond-point par rond-point. Comment est-ce que nous allons, comment est-ce que nous devrions, comment est-ce que nous pourrions désigner nos représentants sans en avoir peur. Donc il faut que j'arrive à rappeler sur le plan théorique l'idée que je défends assez rapidement pour qu'on puisse passer aux travaux pratiques. J'espère que vous avez pris de quoi écrire. Parce que ce qui me semble historique et décisif, ce qui va changer la façon d'exercer le pouvoir politique sur Terre, mettre fin à l'oppression politique des plus riches, c'est le fait que nous apprenions à écrire nous-mêmes la puissance qui nous manque. Nous sommes impuissants politiquement. C'est pas du tout une fatalité, c'est simplement parce que pour l'instant, nous avons toujours démissionné partout sur Terre à écrire les règles de cette puissance. Donc théorie, puis pratique. Donc il faut que la théorie soit courte. Pourtant, même sans parler des Gilets jaunes, je peux parler 3 heures sur le principe du fait que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, sur le fait que les injustices sociales, durent, et durent encore, apparemment sans qu'on puisse y résister. C'est lié au fait que nous n'avons pas la puissance, les gens normaux, qui sont les plus nombreux, les gens bien, n'ont pas la puissance politique de résister aux injustices sociales. Nous détectons les injustices sociales, il y en a plein, en matière écologique, économique, sociale. Il y a plein d'injustices que nous savons très bien détecter et contre lesquelles nous n'arrivons pas à lutter parce que nous sommes impuissants politiquement. Et comme on n'apprend pas du tout à l'école à s'occuper de cette puissance politique, et même qu'on apprend le contraire, on apprend que élection égale démocratie, démocratie égale élection, ce qui est une erreur profonde, une erreur radicale à la racine, une erreur première qui explique tout le reste. Comme nous apprenons depuis que tout petit que élection égale démocratie, démocratie égale élection, nous ne sommes pas armés intellectuellement, au départ, pas encore armés, mais ce qui se passe en ce moment, c'est que nous sommes en train de nous armer intellectuellement pour imaginer la solution dont nous avons besoin. Tant qu'on croit que démocratie égale élection, on ne sortira jamais du piège parlementaire. Alors comment on peut... À chaque fois que je prends la parole, je le dis d'une façon différente. Je radote quand même beaucoup, mais comme je n'écris pas mon texte à l'avance, c'est jamais la même chose. Et en fait, à chaque fois que je vous vois, je trouve des nouvelles façons de le dire. Et en ce moment, les mots qui me viennent à l'esprit quand je parle aux Gilets jaunes et à ceux qui ne sont pas encore Gilets jaunes mais qui ne vont pas tarder à l'être, c'est élire n'est pas voter. Quand j'élis quelqu'un, quand je mets un bulletin dans l'urne en disant c'est toi qui vas être l'élu, c'est toi qui vas être celui qui vote les lois, quand je fais ça, quand j'élis, je renonce, tout jamais, pour les 5 ans, je renonce complètement à voter. Et donc, sur le plan des mots qui permettent de décrire le réel et donc d'imaginer une alternative, si je confonds élire et voter, je n'ai pas les outils pour critiquer le système et imaginer un autre système. C'est très important de distinguer élire et voter. C'est renoncer à voter. Donc quand on va aux élections, il ne faut pas dire je vais voter, sinon on mélange tout et on n'arrive pas à comprendre que le problème c'est précisément qu'on aille élire. On pourrait résumer une partie du mot d'ordre des Gilets jaunes, ça pourrait être on en a marre d'élire, on veut voter. Et le référendum d'initiative populaire, c'est exactement ça. C'est au lieu de demander aux élus, nos maîtres, qui sont en position supérieure par rapport à nous. Donc les élus, par leur existence même, parce qu'ils sont élus, ils sont portés au-dessus de nous pour prendre les décisions à notre place, pour discuter des lois et voter les lois à notre place,
ils sont comme en surplomb, et par leur existence même, par l'existence d'élus, des représentants élus, ils sont supérieurs. C'est eux qui vont dire le droit. Et donc, habitués à cette situation infantile, infantilisante d'électeurs, habitués à cette situation, quand on a un problème, quand on tempête, qu'on n'en peut plus, quoi, hein, on crève, on n'arrive pas. Les gens que je rencontre sur les ronds-points, pas tous, mais beaucoup, ils sont très très pauvres. Je ne pourrais pas vivre avec aussi peu d'argent. Ils vivent avec très peu d'argent, 600 euros, moins quelquefois, par mois. Et ces gens-là, n'en pouvant plus, ils sortent dans la rue, ils en retrouvent d'autres qui sont comme eux, ils s'aperçoivent qu'ils sont nombreux, et ils expliquent qu'ils avaient honte en étant chez eux, et en restant chez eux, ils avaient honte d'être pauvres, et qu'en se découvrant nombreux, ils n'ont plus honte, ça se transforme en colère, et ils réfléchissent aux causes de leur misère. Mais pas tout de suite, en fait, aux causes de leur misère. Ils réfléchissent à ce qu'il faudrait pour les sortir de la misère. Et donc, habitués à se tourner vers des maîtres, ils dressent très vite, hein, en moins d'une semaine, ils dressent une liste de doléances. Les doléances, c'est des requêtes à nos maîtres en disant, à des maîtres cruels, en disant « soyez moins cruels, donnez-nous plus de salaire, qu'on puisse nourrir nos enfants, donnez-nous moins d'impôts, arrêtez de détruire les services publics ». Et au milieu, donc il y a une quarantaine de doléances qui ont été publiées, qui sont formidables, très bien ciblées, c'est bien fait. Mais presque toutes sont de niveau législatif. Il s'agit de lois à prendre. Donc il s'agit de textes qui ne sont pas du tout de notre autorité. C'est des lois que nous demandons à d'autres de prendre. Et au milieu des doléances, il y a une ligne qui est très différente, mais fondamentalement différente, qui s'appelle référendum d'initiative citoyenne. Et ça, c'est pas de niveau législatif. Ça, c'est pas une loi à prendre. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est une façon d'écrire les lois. Donc c'est pas une loi, c'est une façon d'écrire les lois dans laquelle le peuple choisit les sujets qui lui semblent importants et il vote. C'est bien, il élit pas, il vote sur les sujets qu'il considère lui-même comme importants. Voilà, c'est une bombe atomique dans le système de domination parlementaire. Le système parlementaire, c'est un système de domination dans lequel les élus dominent les électeurs. Et le référendum d'initiative citoyenne, c'est une bombe atomique au milieu. C'est-à-dire que ça, en tout cas, on peut peut-être trouver une autre image qui est bombe atomique, mais c'est un antidote pour nous les dominés, pour nous les représentés par des maîtres. C'est un antidote contre la domination parlementaire. Alors très vite, en fait, quand on en a parlé, quand j'en ai parlé avec Maxime, Flyer, et puis avec les autres, les gens sur les ronds-points. Comment tu la prends? Alors on va voir ça après, hein. Je vais voir comment on va la voir. Et d'abord, il faut comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'on veut. Comment c'est arrivé ce truc-là? C'est arrivé progressivement en fait. D'abord, je fais une liste de doléances. Dans les listes de doléances, parce qu'en fait, on est déjà politisé, dans les Gilets jaunes, il y a déjà pas mal de gens qui sont politisés depuis longtemps. Et il y a longtemps qu'on a repéré le référendum d'initiative populaire comme une institution dont nous avons besoin. Donc ceux qui avaient déjà réfléchi ont poussé cette idée-là, et c'est comme ça qu'elle est apparue, j'imagine. Hein. C'est pas moi qui m'en suis occupé de ce truc-là, je l'ai vu apparaître. Hein. Mais c'est sûrement ça qui s'est passé. Des gens qui étaient déjà en train de s'émanciper ont glissé dans la liste des revendications le référendum d'initiative populaire. Or, comme depuis 30 ans, 40 ans, 80% des gens souhaitent le référendum d'initiative populaire. Donc tous les sondages, c'est pas du tout, je vois dans les journaux, ils disent que c'est moi le père du républicain. C'est n'importe quoi, c'est juste pas vrai. Hein. On expliquera après peut-être pourquoi ils font ça. Mais c'est pas du tout, c'est Condorcet qui a défendu le premier référendum d'initiative, donc au XVIIIe siècle. Hein, donc et puis c'est défendu par Yvan Bachot depuis 40 ans de façon magnifique. Mais, donc, le référendum est apparu dans la liste des doléances, et très vite, les Gilets jaunes se sont aperçus, quand on en a parlé, on a dit, mais attends, ce truc-là, ça nous donne accès à tout le reste. Si on demande 40 choses, 40 doléances, et qu'on pousse tous, parce qu'on est nombreux, on pousse tous sur 40 doléances, on pousse faiblement sur chacune des doléances, et en fait, il suffira au pouvoir, qui a bien vu qu'il y a le RIC là, mais qui ne nous donnera jamais, évidemment, il suffira de nous donner 2-3 doléances, de nous satisfaire 2-3 revendications
pour se débarrasser de nous et nous renvoyer chez nous, et nous resterons infantiles, soumis, dominés de la même façon qu'avant, avec quelques miettes, quoi, quelques doléances qui auront été satisfaites. Alors que si on fait du référendum, qui nous permet, du référendum d'initiative populaire, si on en fait une requête unique, alors vous allez voir pas tout à fait unique, parce que comme il y en a plein qui crèvent de faim, il faut s'en occuper aussi, et donc il faudrait qu'il y ait une deuxième requête qui, elle, s'occupe de permettre aux pauvres de ne plus crever de faim. C'est-à-dire qu'il faudrait doubler leur revenu ou diminuer les prix de ce qu'ils consomment habituellement par deux. Et donc il faudrait qu'il y ait deux requêtes. Une requête politique, qui est une requête d'émancipation, mais une seule, et qui soit le RIC. Et puis une requête financière, qui soit, par exemple, la diminution de moitié des prix des produits de première nécessité. Alors les Gilets jaunes sont en train d'y réfléchir, hein. Une liste des produits de première nécessité, les produits alimentaires, produits vestimentaires, le logement, l'électricité, l'énergie. Le logement, hein, les produits de première nécessité. Donc. Alors, je ne peux pas développer le détail des objections qu'il peut y avoir. Je vous donne juste une idée du panorama d'ensemble. Parce que quand j'adore ouvrir des parenthèses, hein. Mais après ça, moi, comme je deviens vieux, j'ai du mal à revenir sur mes pas pour retrouver le point où j'avais ouvert la parenthèse. Donc, produit de nécessité. Voilà. Et donc l'idée qui est rapidement venue, en fait, au bout de même pas 10 jours, c'est de se concentrer sur le RIC et une autre requête de niveau financier à décider pour que les plus pauvres arrêtent faut que je fasse attention à la rime, arrêtent de souffrir. De façon à ce que quand on pousse tous sur deux requêtes, on va l'avoir beaucoup plus facilement que si on pousse sur 40. Donc ils ont décidé de faire, c'est historique ce truc-là, du RIC, c'est-à-dire une requête constituante, une priorité. Alors, ça c'est vraiment, c'est rare dans l'histoire des hommes, c'est un truc nouveau. C'est possible grâce aux réseaux sociaux. C'est possible parce qu'on a un outil d'interconnexion qui fait de chacun d'entre nous un neurone. Et de l'ensemble d'entre nous, un cerveau collectif, d'une taille jamais vue. Alors il y a déjà des tas de petits cerveaux collectifs. Les riches entre eux, ils font un petit cerveau collectif. Ils sont très connectés. Et c'est le petit cerveau collectif des riches. Vous avez des anarchistes qui entre eux discutent beaucoup. C'est le cerveau collectif des anarchistes, des communistes, etc. Bon, vous avez des petits cerveaux collectifs, on sait très bien faire ça. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on arrive à faire un énorme cerveau collectif grâce aux réseaux sociaux, dont le niveau, dont la puissance en fait et le niveau d'exigence et de conscience grandit à toute vitesse. Et donc, première progression, après avoir détecté 40 doléances, isoler une doléance constituante. Et deuxième évolution, faire de cette doléance une doléance prioritaire, unique, pour pousser fort dessus. Mais troisième évolution, c'est quand on s'aperçoit qu'on réfléchit et qu'on imagine que c'est une doléance par habitude, quoi, puisqu'on a l'habitude que tout est décidé par nos maîtres. Et bien on se tourne vers nos maîtres en disant donnez-nous un RIC. Et puis en fait, très vite, il faut quelques heures, enfin même pas quelques minutes, quand tu réfléchis, tu t'aperçois que ces gens qui te dominent, qui ont écrit ce texte, c'est la Constitution là. Hein. Donc c'est un tout petit texte. Ça se trouve sur Internet, mais quand vous l'imprimez, il faut que je me souvienne où j'ai ouvert ma parenthèse. Hein. Ce petit texte, en fait, c'est une prison politique dans laquelle il y a nous n'existons pas. C'est écrit nulle part. Le peuple n'a aucun pouvoir et il devra obéir sans avoir rien à dire. C'est pas écrit comme ça. Mais quand vous cherchez où nous sommes, vous vous apercevez que c'est une absence. Nous ne sommes pas là-dedans. Et nous n'y sommes pas parce que c'est pas nous qui l'avons écrit. Donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais comme les élus ont écrit ce texte pour nous tenir à l'écart, en instituant leur puissance et notre impuissance, vous imaginez bien quand vous allez vous tourner vers eux en disant donnez-nous un RIC, ils vont pas rire parce que ça va se voir et on va leur en vouloir, mais intérieurement ils vont rire en disant mais tu rigoles, on va vous donner un RIC. Vous avez vu Philippe, il a dit oui c'est pas idiot, un RIC c'est une bonne idée, mais pas à n'importe quelle condition, parce qu'il a déjà des tas d'idées de limitation. Vous ne pourrez pas faire de RIC en matière fiscale, vous ne pourrez pas faire de RIC en matière de traité, vous ne pourrez pas faire de RIC en matière etc. Enfin, tous les sujets où nous aurions plein d'idées de référendum d'initiative populaire, eh ben, ça va être interdit. Et puis en plus, ils vont mettre en place des barrages oligarchiques avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui sont autant d'organes capables de dire non, ça c'est pas constitutionnel. Sans parler de l'Union européenne. Sans parler de l'Union européenne, qui est encore une autre prison politique.
Parce qu'effectivement, vous avez raison, j'allais oublier, cette prison, ça c'est une prison politique, ça s'appelle la Constitution, mais en fait c'est une anti-constitution, parce que c'est pas nous qui l'avons écrite. Et donc, ce texte-là, c'est une prison nationale, mais les élus de cette anti-constitution, nos maîtres, hein, ont bâti, et c'est absolument scandaleux, ils ont bâti autour de la prison nationale une deuxième prison, encore plus inaccessible, encore plus verrouillée, dans laquelle nous avons encore moins de moyens de résister, qui est une prison internationale, qui est l'Union européenne. Donc, il faudra se débarrasser, il faudra non seulement sortir de la prison européenne, mais sortir de la prison française, ou les deux. Et en fait, l'idée, c'est qu'en devenant constituant, c'est-à-dire en devenant des adultes politiques, en arrêtant d'accepter d'élire, on va sortir à la fois des deux prisons. Et le RIC, en fait, nous permettra à la fois de sortir de l'Union européenne et de régler les différents problèmes de souveraineté. Et donc, oui. Non. Enfin, c'est pas... En fait, le RIC, c'est... Il ne faut pas fétichiser. Il ne faut pas fétichiser cet objet-là, parce que c'est un texte. Vous avez vu, on vous l'a distribué, je crois. Vous savez, ça tient sur une feuille de papier, et encore, il y a 3 colonnes, mais si vous avez une seule colonne, ça tient sur une demi-feuille. Hein, c'est très court d'instituer notre puissance. C'est très court d'instituer notre puissance. Ça tient à pas grand-chose. Il suffit que nous décidions de le faire. Ce texte-là ne suffirait pas s'il n'y avait pas derrière des citoyens qui servent de soldats pour le faire appliquer. Ce qui est important, ce n'est pas ce texte. Ce qui est important, c'est vous, dans votre tête, qui, enfin, refusez d'élire et décidez de voter. Décidez de votre initiative, choisir les sujets importants et de voter en produisant par votre vote des normes tout en haut de la pyramide du droit, tout en haut de la hiérarchie des normes. On verra tout à l'heure quand on réfléchira à l'article, vous verrez, c'est important d'écrire que ce que nous votons par référendum d'initiative populaire, il faut qu'on le mette, par le texte que nous rédigeons de la Constitution, il faut qu'on le mette au plus haut niveau du droit, au-dessus des traités, même au niveau de la Constitution. Ce que le peuple décide aujourd'hui prend la place de toutes les normes qu'il a voulu hier. C'est-à-dire qu'il faut arrêter que les morts, arrêter d'accepter que les morts gouvernent les vivants. Il faut que les humains du moment soient légitimes, soient souverains pour décider de leur sort, indépendamment des erreurs qu'ils auraient pu faire hier, avant-hier. Oui, nous avons décidé, il y a 1 an, nous avions décidé de faire ci et ça, mais aujourd'hui, on a changé d'avis, maintenant c'est ça qu'on veut, et cette volonté populaire de ce jour, c'est à nous d'écrire qu'elle est tout en haut de la pyramide du droit. Et donc les Gilets jaunes, non contents de dire que c'était prioritaire, le RIC, non contents de ça, ils ont dit, mais ça ne sert à rien de le demander. Si on le demande, ils vont nous faire un faux. Et donc, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Et là, on en est là aujourd'hui. Ce qu'ils sont en train de faire, alors c'est inégal, c'est pas partout, sur tous les ronds-points, mais il y en a plein déjà. Je reçois des mails tous les jours de nouveaux ateliers constituants qui se mettent en place, mais dans tous les coins de France. Les Gilets jaunes sont en train de devenir constituants, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des ateliers où ils s'entraînent à écrire comme un enfant apprend à faire des lignes de A. Alors, on ne sait pas encore, il fait que des A, on ne sait pas encore quels sont les poèmes qu'il va inventer, quels sont les beaux textes qu'il va écrire. Ça va venir plus tard. Mais ce qu'il fait là, en train d'apprendre à écrire des A, c'est indispensable pour que plus tard il écrive des poèmes, il écrive des histoires, il pense des théories nouvelles. Il faut qu'il apprenne à écrire. Et quand on fait des ateliers constituants, quand on apprend à instituer le RIC, quand on apprend à instituer des mandats, quand on apprend à instituer une indépendance des journaux par rapport aux riches, etc., quand on apprend à instituer une monnaie qui ne soit pas accumulable, et des banques qui ne puissent pas être privées, qui sont forcément publiques, etc., quand on apprend à instituer tout ça, on n'est pas encore en train d'écrire la Constitution, mais on est en train de devenir des adultes politiques qui vont être capables d'être des soldats qui défendront la Constitution quelle qu'elle soit. C'est dans notre tête que ce qui se passe, un peu comme dans la tête d'un enfant qui ne sait pas encore écrire, il n'a pas l'outil pour s'exprimer, il n'a pas l'outil pour être son souverain, mais c'est un outil qu'il faut qu'il apprenne à pratiquer. Les ateliers constituants, c'est vraiment, et ça va plus vite que le temps qu'il faut pour un enfant à apprendre à écrire. En fait, c'est très rapide la transformation. Vous allez voir, c'est juste jouissif. Vous sentez que vous êtes en train de devenir adulte par le fait que vous écrivez. C'est déjà une chose de comprendre qu'il va se passer quelque chose. Tout le monde comprend assez vite. Mais vous allez voir que le vivre, quand vous écrivez la règle, vous vous transformez intellectuellement. Vous êtes en train de devenir un adulte politique. Vous
vous avez repris une place qui est au-dessus des représentants. Donc le symbole qui va bien pour représenter ce que les Gilets jaunes ont de révolutionnaire, historique, exemplaire par rapport aux autres. Nous devrions tous être Gilets jaunes, nous devrions tous faire ce qu'ils sont en train de faire. Le bon hashtag qui va bien, c'est hashtag Gilets jaunes constituants. Gilets jaunes constituants. Parce que c'est le résultat d'une transformation qui a pris 15 jours, 3 semaines, ça a été incroyablement vite. Ils sont en train de faire des ateliers constituants depuis un moment déjà. Vous avez vu, je ne sais pas si on vous a donné ce tract-là. Vous l'avez vu ce document? Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est comme un petit magazine, en fait, quand on plie en deux, ça fait comme un petit journal en A6. Et c'est des gars du 47, département 47, de Lot-et-Garonne, dans lequel je suis passé la semaine dernière, je crois, et qui ont incroyablement percuté rapidement. Là, ils sont en train de faire plein d'ateliers, des ateliers où ils sont 50 dans plein d'endroits, sur les différents ronds-points, et qui ont produit ce document, et dans lequel il y a déjà de quoi, au dos, faire un atelier constituant sur les mandats. C'est-à-dire on a fait ensemble un atelier constituant. Quand je suis passé, c'était près d'Agen. Et donc, on a écrit les règles de la représentation sur un rond-point. Sur un rond-point, on est, je sais pas, au pont de l'Étoile à Marseille, on est, je crois qu'ils sont plus de 1000 inscrits sur ce rond-point. Et donc, il y en a toujours 200 ou 300 qui sont sur le rond-point, mais ça tourne en fait. Ça tourne et il y a tellement de bruit, ça klaxonne, c'est festif, c'est joyeux comme tout, mais tellement de bruit qu'on ne peut pas réfléchir. Donc régulièrement, il y en a une vingtaine qui partent du rond-point pour aller réfléchir aux décisions à prendre. Et c'est typiquement toutes les sociétés humaines ont ce problème de nécessaire représentation. Nous avons tous ce problème-là. Et donc, c'est ça qui est exemplaire. C'est sur le rond-point, c'est toujours les mêmes qui au départ partaient. C'est toujours les 20 mêmes qui allaient dans une petite salle qui était prêtée par un des Gilets jaunes. Et c'est toujours les 20 mêmes qui partaient. Alors bien sûr, les autres, les 80 qui restaient sur le rond-point, ils se disaient, mais ils sont en train de prendre le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui partent? Et donc ils ont réfléchi aux règles de rotation qui font que ce n'est pas toujours les mêmes. Et puis le mandat qu'on leur donne, est-ce que ces gens vont préparer les décisions et revenir pour nous les faire voter? Ou bien est-ce qu'ils vont tout décider à notre place, comme font les élus aujourd'hui? Donc les termes de la représentation, ils y ont réfléchi, et ça donnait quelque chose comme ce qui est écrit ici. Et là, ils l'ont mis, donc c'est un tableau à 2 colonnes, où ils ont mis le résultat actuel de leur atelier, et puis il y a une colonne blanche, parce qu'il y a une invitation, c'est un chantier, il y a une invitation pour chacun à réfléchir à ces règles en disant, voyons, sur mon rond-point, dans ma commune, le rond-point du péage du pont de l'Étoile, pour moi dans ma tête c'est comme la commune libre du péage du pont de l'Étoile, c'est un groupe d'humains qui est en train de s'émanciper, qui est en train de se libérer, et ces gens-là sont en train de réfléchir, avant d'avoir des représentants, avant de désigner des représentants, ils sont en train de réfléchir au terme de la représentation. Ce sont des représentés, uniquement des représentés, qui réfléchissent au terme de la représentation. Et c'est de leur contrat, un contrat social, du contrat entre représentés, que vont émerger les représentants. Mais les représentants ne sont pas partis au contrat. Aujourd'hui, quand les parlementaires changent la Constitution, quand les ministres changent la Constitution, c'est un scandale absolu. Les parlementaires et les ministres, et ni les juges, enfin tous les hommes au pouvoir, n'ont rien à faire dans le processus constituant. Parce que le processus constituant va les faire émerger. Ils vont naître du processus constituant, mais donc ils ne peuvent pas en être partis. S'ils sont partis, ils sont jugés partis. C'est le problème de l'humanité. Alors j'exagère bien sûr, je sais qu'il y a d'autres problèmes, des maladies, etc. Mais le problème politique majeur de l'humanité aujourd'hui, c'est que les représentés laissent écrire les constitutions, c'est-à-dire les termes de la représentation, par les représentants. Alors que les représentants sont jugés partis, ils sont en conflit d'intérêts, ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, et ils écrivent toujours leur puissance. Mais les faits montrent que c'est comme ça que ça se passe. Dans tous les pays du monde, les constitutions sont des fausses constitutions, mais parce qu'elles ont été écrites par les mauvaises personnes. On l'a vu en 2008. En 2008, oui. Absolument. Absolument. En 2008, quand ils nous ont violés en nous imposant par voie parlementaire ce qu'on venait de refuser par voie référendaire, ils nous ont violés, mais c'est la énième fois. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrêtent pas de nous violer. Ils n'arrêtent pas
ils sont dans l'abus de pouvoir permanent. Ils ont modifié la Constitution en 36 fois. Tu viens de créer Wikipédia. Alors la pensée, on va écrire sur peut-être ce modèle-là pour être entendu. C'est ce que tu proposes en fait. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que nous écrivions nous-mêmes la Constitution dont nous avons besoin. Et si vous voulez, comme ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, en me disant, j'ai découvert cette idée en travaillant sur la Constitution européenne, en me disant, mais comment se fait-il que ce soit aussi nul et aussi dangereux? Et m'est apparue l'idée que c'est parce que ceux qui avaient écrit ce texte avaient un intérêt à ce que ce soit aussi mal écrit, et que si c'est nous qui avions écrit les institutions européennes, on aurait écrit bien d'autres. Et j'en ai déduit une espèce de slogan qui m'anime depuis 15 ans, qui est « c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir ». C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Les hommes au pouvoir, ils devraient craindre les règles du pouvoir. Donc il ne faut pas que ce soit eux qui écrivent les règles. Il ne faut pas que ce soit les élus qui écrivent la Constitution. Donc ça, c'est mon idée centrale, c'est la colonne vertébrale de ce que je fais, avec la monnaie, le travail sur la monnaie qui est comme parallèle et complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas instituer une souveraineté politique sans avoir en plus la souveraineté monétaire. Parce que si vous avez une souveraineté politique, on a tout bien écrit, mais on ne s'est pas occupé de la souveraineté monétaire. C'est-à-dire que c'est toujours les banquiers privés qui créent la monnaie. Et à chaque fois qu'on a besoin, à chaque fois qu'on prend une décision, construire un hôpital, une autoroute, etc., il faut qu'on aille demander au banquier de « je peux avoir l'argent ?» Et si c'est lui qui peut dire oui ou non, c'est lui qui est souverain. Donc il faut absolument, on ne pourra pas faire l'économie, si on devient constituant, d'écrire non seulement les règles de la représentation, mais aussi les règles de la production d'une monnaie qui n'est pas accumulable, qui ne permet pas de faire les raquettes que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Le temps, si le peuple est intelligent, courageux, volontaire, organisé... Alors j'arrive à la transition. Comment ça va se mettre en place? Est-ce que la finance, elle, de son côté, ne va pas mettre en place les barrières nécessaires? Ah oui. Il faut que je fasse attention au temps, on en est à combien là? Normalement, il faut quoi? On est à une demi-heure. Excusez-moi, mais je pense que Étienne a toujours la volonté de bien répondre aux questions, mais vous avez vu les difficultés d'organisation. Je vous demande de respecter le plus près possible ces recommandations. Je suis bavard comme une pile. Alors, on a 1 heure de conférence par Étienne, il reste une demi-heure. Après, il y a 1 heure de débat, donc vous pouvez poser vos questions et il répondra à chacune des questions. Mais attention, les questions doivent être courtes et exprimées dans maximum de 1 minute ou 2. Et ensuite, il y a 1 heure pour les ateliers constituants. Donc vous êtes vraiment dans le cadre de ce que nous allons faire. Essayons de respecter donc les questions, n'en posez pas s'il vous plaît. Voilà, merci. Vous faites ce que vous voulez, je peux poser des questions. Il démolit mon travail, arrête, Étienne. Non, je sais qu'il est allé chez Tadi il n'y a pas longtemps, 2 fois quand même pour les Gilets jaunes, donc il a pris de mauvaises habitudes, c'est pour ça. Alors, bon, je crois que j'ai résumé la thèse. Ce qui va être décisif dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors, il y a un point important que je n'ai pas cité, un point très important, très important. Dans les points importants, il y a donc le fait qu'ils aient repéré le RIC comme priorité et qu'ils soient décidés à l'écrire eux-mêmes. Ça, c'est vraiment, c'est révolutionnaire. Et c'est pas tout. Il y a un deuxième point absolument décisif, c'est qu'ils sont unitaires. C'est-à-dire que d'emblée, quand ils arrivent sur les ronds-points, ils disent « on ne veut pas de politique ». Alors là, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font est extrêmement politique. Mais au meilleur sens du terme. Ce qu'ils font est politique dans le plus beau sens du terme. C'est-à-dire qu'ils sortent et ils ont envie de s'occuper du bien commun, quoi. Ils disent « ça suffit des injustices, on va s'occuper du bien commun pour qu'il y ait moins d'injustices ». Donc ça, c'est extrêmement politique. Et en fait, quand ils disent « on ne veut pas de politique », c'est qu'ils ne veulent pas de politiciens. Ils ne veulent pas de clivage politicien qui nous coupe en 2, en 3, en 4 et qui font qu'on perd sur tous les sujets. Mais c'est très important ce qu'ils font là, parce que c'est parce que nous sommes comme coupés en morceaux par l'existence de plusieurs partis que nous n'arrivons pas à résister efficacement. Divisés, nous sommes affaiblis, évidemment. Et quand ils sont unitaires en disant « Ok, vous êtes peut-être de gauche, mais on ne veut pas voir votre drapeau. Ok, vous êtes peut-être de droite, mais on ne veut pas voir votre drapeau. Ok, vous êtes peut-être abstentionniste, mais on ne veut pas voir votre drapeau. On ne veut pas voir vos drapeaux politiciens. On est des gilets jaunes et point barre sur le plan de la politique. On ne veut pas voir les clivages. Ça nous permet d'être unitaires. Et unitaires, si
si on est dispersé, c'est pas encore gagné, mais si on est unitaire et focalisé sur un truc décisif comme le référendum d'initiative populaire, putain, mais là c'est un rouleau compresseur. Ils peuvent avoir peur en face parce qu'il va se passer un truc qui s'est jamais passé dans l'histoire des hommes. Si vous arrivez, je dis vous, parce que je trouve que je ne mérite pas le gilet jaune, je ne suis pas sur les ronds-points, dans le froid, sous la pluie, la nuit, je suis dans mon bureau tranquillement, je me sens incroyablement, évidemment, plus que solidaire, je me sens comme fusionnel avec ce mouvement, mais c'est comme un uniforme que je ne mérite pas parce que je ne souffre pas assez. Mais en tout cas, donc c'est pour ça que je dis il, hein, mais bon, je pense nous. Hein, mais en plus, je ne veux pas dire nous au sens où j'essaierais de, comment on dit, de récupérer le truc comme si c'était... Donc, je peux très bien parler de ce mouvement comme s'il était extérieur à moi, alors qu'il en est très proche. J'ai l'impression que ce mouvement matérialise ce sur quoi je travaille depuis 15 ans. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'ai ouvert une parenthèse, mince. J'étais en train de... Hein, unitaire, oui, unitaire. Si vous arrivez à rester unitaire, et ça ne va pas être facile, parce que vous allez avoir des gens de gauche qui vont venir dans le mouvement et qui vont dire il faut chasser les gens de droite, et vous allez avoir des gens de droite qui vont se mettre dans le mouvement et qui vont dire il faut chasser les gens de gauche. Il va falloir résister à ça. Si vous ne résistez pas à ça, c'est foutu. Parce que même si vous devenez constituant, vous travaillez sur le RIC, mais si vous êtes coupé en morceaux, vous ne changerez rien, parce que vous êtes trop faible. Il y a un truc qui est absolument décisif, en plus d'être constituant, ce qui vous rend radical, c'est-à-dire que enfin vous prenez les mots à leur racine, c'est en plus il faut être unitaire. Mais alors, si vous êtes unitaire et constituant, il va se passer un truc, c'est exemplaire pour toute l'humanité. L'humanité, elle peut regarder ce qui se passe en France parce que c'est exemplaire. Nous devrions tous devenir gilets jaunes constituants unitaires. C'est-à-dire qu'on sort de ce marigot. Alors, c'est pas un marigot parce que il ne faut pas être péjoratif sur le niveau législatif. C'est tout à fait légitime de se disputer sur les lois. Ce qu'il y a à faire en matière, nucléaire, en matière de... Ce qu'il y a à faire en matière nucléaire, en matière d'écologie, en matière de justice sociale dans l'entreprise, ce qu'il y a à faire en matière de sécurité sociale, tous ces sujets-là qui sont des sujets législatifs vont entraîner des disputes. Nous allons nous disputer. Nous n'allons pas être d'accord sur les retraites. Est-ce qu'on fait capitalisation ou répartition? Il y a des tas de sujets législatifs sur lesquels il est légitime de nous disputer. C'est normal qu'on se dispute là-dessus. Je ne dis pas que la gauche et la droite, c'est pareil. Je ne dis pas ça du tout. Hein. Il va y avoir des disputes. Mais pour l'instant, nous nous disputons dans un carcan d'impuissance. C'est des discussions qui ne servent à rien. On se dispute, mais on s'en fout de nos discussions. De toute façon, ça se décide ailleurs. Donc c'est des discussions à la con. On ferait mieux d'instituer... faut pas dire le gros mot. Il faut d'abord instituer notre puissance de décider, pour ensuite revenir au niveau législatif armé de cette puissance, et cette fois-ci, loi par loi, nous allons décider ce qu'on fait sur la retraite, ce qu'on fait sur le nucléaire, ce qu'on fait sur les différents sujets législatifs. Donc et j'ai oublié un troisième point, mais qui est très court à dire, c'est que le mouvement est pacifique. Ce qui est tout à fait décisif, parce que ça retire au gouvernement, à l'ordre établi, au système de domination parlementaire, ça retire la légitimité à nous tirer dessus et à nous foutre en prison. Parce qu'on est pacifique, donc on n'a vraiment rien à nous reprocher. Nous sommes en train... C'est vrai qu'on est minoritaire pour l'instant. On n'est pas légitime pour renverser le gouvernement. On est minoritaire. Donc il n'y a aucune raison pour que nous soyons autorisés moralement à renverser un gouvernement alors que nous sommes une poignée. Vous comprenez ça? On n'est pas encore légitime. Mais c'est un truc qui grandit à toute vitesse parce que c'est une super bonne idée et qu'on est connecté, donc ça permet à l'idée de se répandre comme une traînée de poudre. Et nous allons bientôt être majoritaires. Quand on sera majoritaire, ce sera autre chose. Quand on sera même largement majoritaire, à vouloir instituer nous-mêmes notre puissance, là on sera légitime. Et là, ce ne sera plus de la sédition, ce sera le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que nous allons... Et c'est pour ça que quand vous me posez la question, comment on va faire? Ils ne vont jamais accepter. Écoutez bien ça, on n'a pas besoin qu'ils acceptent. Quand un adolescent décide qu'il en a marre d'obéir et que c'est le moment d'être libre, il ne demande pas la permission à ses parents, il se barre. Eh bien, on va faire pareil, c'est-à-dire que... Mais il faut qu'on soit, unitaire pour faire ça, il faut qu'on soit majoritaire. Donc, les journaux peuvent bien dire ce qu'ils veulent de nous. Ils peuvent dire qu'on est des descendants, qu'on est des gueux, qu'on est des... Comment ils disent, qu'on est des bofs, qu'on est des xénophobes, des racistes, des antisémites. Je ne sais pas ce qu'ils vont en inventer pour dire. Ils vont dire de nous
pique-pendre. Mais on s'en fout, on n'a pas besoin d'eux. Les gouvernants vont faire tout ce qu'ils peuvent pour nous exciter, ils vont nous tirer dans la gueule avec leurs fusils. C'est incroyable ça quand même. Hein. Ils nous éborgnent, ils nous mutilent. Et le danger, c'est que nous escaladions là-dessus. C'est-à-dire que c'est plus qu'exaspéré, c'est révolté par la violence des coups qui nous sont portés, alors que j'ai vu une mère de famille, quoi, hein, qui est les bras en croix, à genoux, je veux dire, qui est complètement pacifique et désarmée, qui se fait tirer dans la gueule, quoi. C'est complètement extravagant, ce truc-là. Mais il ne faut pas escalader là-dessus. Si nous escaladons là-dessus, nous devenons hyper violents, c'est une escalade de la violence, et nous créons la légitimité pour le gouvernement de devenir hyper violent et de mettre fin au mouvement. Il vaut mieux... Alors je sais bien que je me trompe peut-être quand je dis ça, hein, mais moi il me semble qu'à chaque fois qu'on monte à Paris pour aller se castagner avec les CRS, qui ne peuvent pas faire autrement que maintenir l'ordre. Alors ils ont trop d'armes, hein, il faudrait qu'ils aient moins d'armes, mais il ne faudrait pas qu'ils aient ces armes-là. Mais ils sont légitimes à nous empêcher de renverser le gouvernement, puisqu'on n'est pas encore majoritaire. Vous comprenez ça? Il y a une certaine légitimité du point de vue de la police. Pas sur les armes qu'ils utilisent, mais sur le principe de la protection de l'ordre et du gouvernement en place. Tant que le mouvement de protestation est minoritaire, ils sont légitimes. Et plutôt que d'aller nous bagarrer avec eux, alors que nous sommes encore illégitimes, on ferait mieux de permettre à l'éducation populaire qui a lieu rond-point par rond-point partout dans le pays, de permettre à cette éducation de grandir. Parce qu'il faut du temps quand même pour que tout le monde soit au courant, pour que nous devenions des millions. Et ça, même si l'idée est très forte, et dès que j'en parle à mon voisin, il comprend, il faut quand même du temps, il faut quand même quelques semaines, quoi, pour que nous soyons des millions. Et à chaque fois qu'on monte à Paris, à chaque fois qu'on va... Comment ? Alors, ils nous retirent les ronds-points. Oui, mais là, vous êtes... Attends, là, l'espèce humaine, là, on est super malin. Hein. Ils nous piquent les ronds-points, on va trouver autre chose, quoi. C'est incroyable, là. Comment ? Oui, c'est compliqué. Vendredi, c'est... ils ont réussi, on est à Toulon et on a un zénith. Si vous voulez revenir, on pourra être très nombreux. On a dit. Mais en fait, tu sais, plus que bon, c'est vrai que les endroits où on se retrouve, il y a une espèce de communion par le fait qu'on est tant d'humains ensemble, et que si on était plus nombreux, ça donnerait un collectif avec une énergie plus forte. Mais dans la diffusion de l'information, c'est pas dans nos réunions physiques que ça se passe le plus rapidement, c'est par les réseaux sociaux, c'est par la communication. Quand une vidéo fait, comme celle de Ce soir ou jamais, fait quelque chose comme 40 millions de vues, ça fait beaucoup de graines semées un peu partout. Et donc, il ne faut pas désespérer, c'est pas parce qu'on a des petites salles. Eux, ils font très attention, les dominants, à ce que nous n'ayons pas de grandes salles. C'est compliqué. Il faudra d'ailleurs, quand on fera des ateliers constituants sur les salles, penser à écrire dans nos institutions que c'est un droit citoyen de se réunir et que le devoir des représentants, c'est de donner aux citoyens les salles à gogo, quoi. Il faut qu'on ait toutes les salles qu'on veut pour se réunir. Ça fait partie des institutions protectrices. Hein. Pour ça, c'est un détail. Qu'est-ce que j'étais en train de dire au moment où tu as posé la question? J'ai oublié. L'escalade de la violence. C'est sur la violence, oui. Donc, si nous allons chercher les policiers, il faut qu'on parle de ce truc-là. Voilà, il faut vraiment que je vais bientôt. Il faut que j'arrête cet exposé théorique et qu'on passe à l'aspect pratique, c'est-à-dire qu'on passe à la lecture d'un chantier constituant sur le RIC pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et peut-être que je commencerai par les mandats, dont j'ai moins parlé jusqu'ici que le RIC, parce que comme c'est court, ce sera vite fait. Et puis ensuite, le RIC, je commencerai, et si j'ai pas le temps, vous finirez seul. Donc, je finis sur l'aspect théorique. Il me semble que les deux grands dangers auxquels le mouvement Gilets jaunes va être confronté et auxquels il faudra résister, c'est la zizanie, c'est-à-dire perdre de vue que ce qui fait notre force, c'est qu'on est unitaire. Et si vous êtes dans les Gilets jaunes, si vous êtes sur des ronds-points des péages, vous devez savoir qu'il y a plein de tiraillements en fait, parce qu'il y a plein d'égos, il y a des gens qui ont envie de tout décider et qui prennent, même s'ils sont super bien intentionnés, hein, ils sont pas du tout méchants, mais juste ils ont plein d'idées, ils voudraient tout décider à la place des autres, mais il faut pas, il faut leur pardonner parce qu'il faut rester unis. Donc il faut arriver à leur expliquer, il ne faut pas les chasser, il faut rester unis. Alors c'est compliqué, je sais que c'est compliqué, mais le fait d'être unis est décisif. Si vous commencez à dire, lui, on le chasse, vous êtes sur la voie de la zizanie. Donc vous faites comme vous voulez, hein, mais il me semble que
c'est très affaiblissant de ne pas calmer le jeu à chaque fois que... en fait, en discutant, de la discussion jaillit la lumière, et en discutant, souvent, on arrive à aplanir en tout cas les cas. Alors, il y a peut-être des cas caricaturaux, d'accord. D'ailleurs, il y a sûrement des cas dans lesquels des gens, des politiciens, des gens qui ont une carrière politique et qui sont candidats à l'élection, veulent profiter de ce truc pour... Et c'est légitime, puisqu'eux, ils servent le bien commun, hein, donc on peut comprendre. Mais en même temps, il y a un risque que ce soit eux qui se mettent à tout décider à la place, alors qu'on est en train de faire justement des collectifs qui se protègent contre les représentants. En tout cas, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que vous fassiez attention à la zizanie et à la discorde. Et deuxième risque, il faut faire attention à la violence. À chaque fois qu'on se réunit, là aujourd'hui je crois que c'était à Bourges, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à chaque fois qu'on se réunit très nombreux dans une ville, il va y avoir des violences, et à mon avis c'est un très grand risque pour le mouvement. Alors que quand vous êtes partout sur vos ronds-points, et quand vous êtes chassés de vos ronds-points, quand c'est chez vous que vous continuez le boulot, ou sur votre lieu de travail que vous continuez le boulot, à parler de RIC qu'on écrit ensemble avec des ateliers constituants, ou de règles du mandat qu'on écrit ensemble, et puis vous réfléchissez à quel va être le prochain point, le lieu public qu'on va investir, qui n'est pas un rond-point, ça va être peut-être un péage, ça va être peut-être un parking, ça va peut-être être une place de mairie. Je ne sais pas ce que vous allez inventer, mais ce que j'observe, c'est que vous êtes inventif. Donc, je n'ai pas de souci là-dessus. Je suis sûr que les Gilets jaunes vont inventer oui, voilà, vous allez vous débrouiller pour organiser les points de rassemblement qui permettent de continuer cette éducation populaire à l'extérieur, sur les lieux publics. Alors, je vous propose de commencer à parler des mandats. On est sur un rond-point, et de façon exemplaire, parce que tous les autres devraient nous regarder en disant « mais il faudrait qu'on fasse la même chose avec les élus. » Sur les ronds-points, je me demande, on se demande ensemble, comment est-ce qu'on peut désigner des acteurs, élection ou tirage au sort, ou rotation automatique pour que tout le monde y passe, rotation, je ne sais pas, tous les 3 jours ça change. Comment on les désigne, combien est-ce qu'on en désigne 1, est-ce qu'on en désigne 2, 3 ou 10, ça dépend peut-être du rond-point. Combien on en désigne? Comment on les désigne? Combien on en désigne? Quel mandat on leur donne? Les gars qui s'en vont, qu'on a désignés peut-être en les tirant au sort. On a un chapeau sur le rond-point ou sur le péage, on a un chapeau, et tous ceux qui sont candidats mettent leur nom, tous ceux qui ne sont pas candidats mettent le nom de quelqu'un d'autre. Donc il y a des gens dont le nom apparaît plusieurs fois dans le chapeau, puisqu'ils ont été comme élus. Et puis il y a ceux qui sont candidats qui apparaissent. Il peut y en avoir qui ne sont pas candidats, qui ont été désignés. On dit, bah, lui il est bien, ou elle est bien, je voudrais, et on met son nom. Donc elle voit son nom apparaître dans le chapeau, puis ensuite on tire au sort là-dedans. On en tire 3 par exemple tous les jours, ou on en tire 3 tous les 3 jours, toutes les semaines. À vous de réfléchir pour combien de temps, quand on prend 3 personnes, ou 5 personnes, ou une personne. Enfin, en général, quand on tire au sort, on tire jamais, faites ce que vous voulez, hein, mais on tire jamais, rarement une personne. Souvent, on affaiblit le... Quand vous tirez au sort, vous avez... Et c'était comme ça depuis Athènes. Hein, à Athènes, ils tiraient au sort tous les jours pendant 200 ans. Hein, et donc, c'est bien la preuve que ça avait fonctionné. Et à Athènes, je peux vous dire, ils n'étaient pas cons, ils réfléchissaient... On dit pas de grands mots. Ils étaient pas bêtes, ils faisaient beaucoup de politique. Et ils avaient choisi le tirage au sort en connaissance de cause, après avoir beaucoup réfléchi. Et ils avaient mis tous les contrôles nécessaires pour corriger les vices évidents du tirage au sort. Parce que quand on tire au sort, on a peur de tirer au sort un abruti. Parce qu'il y en a, et on a peur de tirer au sort un méchant, un corrompu, un voleur. On sait bien qu'il peut y avoir un malhonnête, mais on s'en fout, parce qu'on a imaginé des tas d'institutions complémentaires qui font qu'on n'a pas peur de ça. Parce qu'on n'en tire pas au sort 1, on en tire au sort 100. On tire au sort une assemblée de 100. Donc 100, on sait bien qu'il n'y aura pas 100 corrompus ou 100 abrutis. Il y aura quelques abrutis, quoi, le taux normal, mais pas plus que d'habitude. Alors que là, on a l'impression qu'on tire au sort que des abrutis. Enfin, bon, on élite que les abrutis. Et donc, en en tirant plusieurs, on diminue le risque d'avoir quelqu'un qui ne correspond pas à la charge. Et puis, surtout, les Athéniens, ils avaient mis en place des contrôles des tirs au sort. C'est-à-dire que les tirs au sort, d'abord, il y avait un examen d'entrée qui s'appelait la docimasie, qui n'était pas un examen de compétences, c'était un examen d'aptitude, en fait. On cherchait à voir, est-ce que ces gens-là sont aptes? Et aptes, par exemple, c'est marrant les critères qu'ils avaient à l'époque, à Athènes, quelqu'un qui n'était pas capable de s'occuper de ses parents, qui méprisait ses parents, qui ne s'occupait pas de ses parents, ne pouvait pas être tiré au sort pour gouverner la cité. Oui, ils avaient des critères d'aptitude qui n'étaient pas de compétences ou d'intelligence, ça s'appelait la docimasie. Donc il y avait déjà un contrôle des tirés au sort avant le mandat, ça s'appelait la docimasie. Et puis ensuite, il y avait des contrôles
pendant le mandat. Pendant le mandat, ils étaient révocables. On pouvait leur retirer leur mandat et puis ils n'étaient plus représentants. Et puis après le mandat, il fallait qu'ils rendent des comptes. Et quelqu'un qui avait eu un mandat... Alors les mandats étaient très courts, le plus long c'était 1 an, mais ça pouvait être 1 mois, ça pouvait être 1 jour. Le président d'Athènes était tiré au sort tous les jours. Tous les jours il changeait. Ce qui fait qu'un quart des Athéniens pouvaient dire, un jour dans ma vie, j'ai été le président d'Athènes, le porte-parole, et je n'ai pas été 2 jours, je n'ai été qu'1 jour, c'était une seule fois dans sa vie. Mais sachant qu'ils pouvaient être tirés au sort, ils se préparaient tous à ça. Le tirage au sort, ça nous incite à nous préparer, puisque peut-être que ça va tomber sur nous demain, après-demain, ça incite les gens à se préparer. Bref, et puis quand il rendait des comptes, le gars qui avait exercé le pouvoir, c'était un petit peu de pouvoir, hein. C'était jamais le pouvoir comme le pouvoir des élus. Hein. Quand on tirait au sort, c'était pour donner des charges, et c'était des charges réduites. Hein. Et quand, elle est trop longue ma parenthèse, mais quand quelqu'un avait eu un mandat pendant 1 an, il fallait ensuite qu'il rende des comptes devant une chambre tirée au sort de 200 personnes, à qui il rendait des comptes pendant 1 an. Donc ça rigolait pas, il les surveillait, il pouvait les punir. Non, merci, ça je vais le renverser. Je vais le renverser. D'accord. Donc, en tout cas, pourquoi j'avais ouvert la parenthèse sur le tirage au sort? Sur les mandats, oui. Merci, c'est gentil ça. Putain, heureusement que je vous ai. C'est un cerveau collectif. Donc, c'est vachement bien. Donc, comment on le désigne? Élection, tirage au sort. C'est à nous de décider. Et donc, sur les ronds-points, vous pouvez très bien décider de tirer au sort avec un chapeau. Ensuite, deuxième point très important, quel mandat on leur donne? Est-ce que les gars qui sont tirés au sort, ou les gars qui sont élus, est-ce que, quand ils s'en vont du rond-point, c'est pour tout décider à notre place, comme le font les élus aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'ils s'écartent pour être au calme et pour nous préparer la décision, mais ils n'ont aucun pouvoir de décision? Il faut qu'ils reviennent nous voir et que nous votions. Tant qu'on n'a pas voté, ça ne vaut rien. Eh mais ça, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir avec nos élus, ça. Hein. On pourrait réfléchir avec nos élus en disant, bon, on a besoin de vous pour faire de la politique, oui, d'accord, on a besoin de représentants, sauf que c'est pas vous qui allez voter les lois, vous allez nous les préparer, et à chaque fois que vous voudrez faire une loi, il faudra revenir vers nous, nous la faire voter. Comme disait Rousseau, toute loi qui n'a pas été validée, votée par les citoyens, est nulle. Est nulle. Point. Ce n'est pas une loi. Point. Donc, je veux dire, c'est une façon d'organiser les règles de la représentation. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit comme ça, mais vous êtes tous chacun légitimes à opiner sur ce sujet, à donner votre avis sur ce sujet. Qu'est-ce que vous préférez? Je ne suis pas sûr du tout que vous allez mettre en place une démocratie, une vraie démocratie où nous faisons tout le temps de la politique et tout le temps nous réfléchissons à nos lois et nous votons nos lois. Peut-être que vous allez mettre en place un système représentatif dans lequel vous tenaillez bien vos représentants pour les surveiller et les virer quand vous n'êtes pas content. Mais par contre, ce qui doit être démocratique absolument, à mon avis, c'est le processus constituant. Donc, les mandats, quels mandats? Est-ce qu'ils vont tous décider à notre place ou est-ce que c'est toujours nous qui allons voter? Troisième point, il y a 4 points. Troisième point de la représentation, comment je contrôle comment nous, sur notre rond-point, comment on contrôle nos représentants? Et là, les Gilets jaunes ont inventé un truc super. Hein. Ils prennent, vous savez, on a tous un téléphone. Donc leur mission, et c'est écrit dans l'article, vous allez voir hein, quand on va lire l'article, ils ont écrit dans leur article que le représentant, il doit, quand il va chez le Premier ministre pour négocier, ou quand il va avec d'autres Gilets jaunes sur d'autres ronds-points pour négocier, ou pour nous représenter, il faut qu'il pose le téléphone avec un live Facebook sur un meuble de la pièce de négociation, de façon à ce que nous voyions à la fois le représentant et ses interlocuteurs, pour que nous puissions contrôler, alors on n'est pas obligé de contrôler, mais pour que nous puissions contrôler les gens qui sont sur le rond-point et les gens qui sont chez eux. Hein. C'est-à-dire comme c'est un live Facebook sur le groupe du rond-point, tous ceux qui appartiennent au rond-point, même ceux qui sont chez eux, peuvent à tout moment vérifier les... Alors, tout le monde ne va pas le faire, parce qu'on n'a pas que ça à faire d'aller vérifier. Mais le fait qu'ils sachent qu'ils sont surveillés, ça va les conduire mécaniquement à faire plus attention et à éviter de nous trahir. Et en plus, ceux qui sont en face, et comme le Premier ministre, et qui essayent de corrompre, soit pas corrompre en donnant de l'argent, parce que ça c'est trop gros, c'est vexant, et il y a peu d'humains qui se laissent corrompre avec de l'argent comme ça, enfin, il y en a peut-être quelques-uns, mais il y a beaucoup d'humains, en tout cas parmi les gens normaux, qui résisteraient à ça en disant, mais vous me prenez pour qui? Mais il y a d'autres façons de corrompre, hein. On peut corrompre en mentant, on peut corrompre en intimidant, en faisant peur. On peut corrompre en promettant des monts et merveilles, en fait en trompant l'interlocuteur. Mais ça, si nous surveillons le déroulement de la représentation, parce qu'il y a un live Facebook qui est institutionnalisé dans les règles, parce qu'on a prévu,
on a beaucoup moins à être inquiet de la représentation. Si vous voulez, les Gilets jaunes arrivent sur les ronds-points en étant très inquiets de la représentation, en disant on ne veut plus de représentants. Mais c'est parce que nous sommes habitués à avoir des représentants qui se comportent comme des maîtres et qui se sont complètement affranchis de tout contrôle. Mais ce n'est pas une fatalité. Si nous écrivons les règles, on va mettre en place des contrôles qui vont faire que nous n'avons plus rien à craindre de nos représentants. En tout cas, beaucoup moins à craindre. Et puis la transparence. Alors c'est de la transparence, oui, mais réelle et permanente, hein, et à tout moment. Et que l'hyper-horizontalité décisionnaire, ça ne fonctionne pas. Oui, voilà, on a besoin de représentants. Je pense qu'on a besoin de représentants. Simplement, la faiblesse des humains pour l'instant, c'est que comme ils démissionnent, nous démissionnons dans tous les pays, à toutes les époques, nous démissionnons du processus constituant. On n'a jamais été foutu d'écrire les règles de la représentation. On laisse écrire les règles de la représentation par les représentants, ce que nous sommes, quoi, partout sur Terre. Donc il ne faut pas s'étonner, les représentants écrivent des prisons pour nous. Ils écrivent ils écrivent leur puissance dans ces textes et notre impuissance. Mais ça, ce n'est pas une fatalité. Dès que vous êtes sur un rond-point et que vous réfléchissez au thème de la représentation, vous allez voir tous, vous allez écrire des règles de la représentation qui font que vous gardez le contrôle de ces gens-là et qui deviennent moins dangereux. Et le quatrième point qu'il faut écrire, alors c'est à vous de l'écrire, de choisir comment vous allez le faire. Mais c'est la révocabilité, comment on punit quelqu'un dont on trouve qu'il nous représente mal. Et donc c'est là le dernier article. Alors je vous propose de lire ensemble. Mais quel bavard, mais c'est incroyable ça. Alors, je suis au verso. Je suis sur la deuxième page. Ça, c'est la première page, c'est le RIC, c'est les règles du RIC. En tout cas, c'est le cœur des règles du RIC. Et au verso, il y a sur la première page du verso, sur la première moitié de page du verso, il y a la fin du RIC, c'est-à-dire quelques articles qui doivent être modifiés, c'est assez facile, il suffit d'ajouter les citoyens. Nous étions absents dans ces 4-5 articles, on était absents, juste on s'est rajouté, quoi. C'est par exemple, le Parlement vote la loi, et c'est remplacé par la loi est votée par le Parlement, et par référendum d'initiative citoyen. Et donc, il évalue les politiques, il contrôle l'action du gouvernement, et le Parlement et les citoyens contrôlent l'action du gouvernement. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, dans la Constitution, il y a une absence, le peuple est absent, nous ne sommes nulle part là-dedans, et quand on écrit les règles, on se met partout. Voilà, en fait. Hein. Et donc, c'est tout simple, hein. Il n'y a aucune difficulté technique, c'est juste une question de qui écrit le texte. Ce qui compte dans une constitution, c'est pas qui vote le texte pour savoir s'il y a un référendum, par exemple. On n'en a rien à foutre. Enfin, on dit pas ça. On se fiche pas mal de savoir si on vote par référendum. Regardez, nos parents, ils sont tous morts. Hein, ceux qui ont écrit ce texte sont tous morts. Et ceux qui ont voté ce texte, pratiquement, ils sont tous morts aussi. Presque. Donc il en reste quelques-uns. Mais bon, là, les morts gouvernent les vivants. Mais dans ce texte-là, dans cette prison-là, nous n'existons pas. Hein, et c'est parce que c'était des hommes au pouvoir qui ont écrit ces règles, hein, Deprez et De Gaulle, que nous n'y sommes pas. Donc dès qu'on les écrit, nous apparaissons. Et la prison se transforme en protection. Alors, hop là, je quitte mon RIC et je reviens sur la partie basse de la deuxième page, c'est-à-dire sur ce qu'ils ont écrit pour leur rond-point, pour les représentants. Et vous avez vu, il y a une colonne blanche à droite, mais en fait, vous pouvez prendre une feuille blanche si vous manquez de place, hein, pour écrire ce que... Parce que peut-être que vous allez trouver ça déconnant en disant il y a trop de contrôle, pas assez de contrôle, ou c'est pas les bons contrôles, donc ça va être à vous d'opiner. Mais c'est comme pour vous aider à démarrer un chantier, et peut-être que ce soir, vous n'allez écrire qu'une des règles parmi les 4. C'est pas grave, en fait, ce que vous allez faire, ce que vous faites ce soir, c'est vous commencez, en fait, et puis plus tard, vous allez continuer chez vous. Et il n'y a pas besoin d'être 36. Hein. Un atelier constituant, ça peut être tout seul chez vous, quand vous vous mettez à bosser sur la Constitution, c'est un atelier et c'est constituant. Et ça vous transforme en profondeur. Il faut que vous fassiez des ateliers constituants et contagieux, c'est-à-dire que vous ameniez vos voisins, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues de travail. Il faut les deux. Hein. Il faut d'une part que vous deveniez constituant et d'autre part que vous en contaminiez autour de vous pour que bientôt tout le corps social devienne constituant. Alors on lit les articles. Je suis long, je bavarde, pardon. Alors, j'ai rédigé une petite phrase d'introduction pour expliquer. Ce texte-là, vous pouvez le distribuer sur les péages en donnant aux gens. Alors, il manque peut-être une introduction. Hein, il faudra peut-être écrire une introduction pour le RIC. Mais il y a une introduction pour le mandat. Comment j'ai écrit ça? En plus du RIC, ci-dessus, la priorité est de réfléchir aux règles de la représentation, c'est-à-dire au mandat. Quels représentants voulons-nous? Des maîtres? Des serviteurs? Hors contrôle ou contrôlés? Et comment on les contrôle? Révocables à tout moment? Quel mandat? Voter les lois ou préparer les lois? Quelle durée? Le mandat sur le rond-point, là, on le désigne pour combien de temps? Pour un jour? Pour 3 jours? Pour une semaine? Pour un mois? Pour 6 mois? Ça m'étonnerait que ce soit pour 6 mois, sur un rond-point. Hein. Et renouvelable, pas renouvelable. Le gars qui a été désigné une fois, est-ce qu'il est renouvelable? Est-ce qu'il peut? Si c'est au sort que vous tirez dans le chapeau, à mon avis,
on n'a aucun problème à ce qu'ils soient renouvelables. Hein. Enfin, il faut y réfléchir, peut-être que je me trompe là-dessus. À vous d'y penser en adulte politique. Et donc vous avez la proposition, ils étaient à Agen, je crois, ou ils étaient à Tonins, ça s'appelait le petit bled à côté d'Agen. Et ça, c'est un exemple. C'est pas ça qui doit être. Hein. Faites gaffe, je ne suis pas en train de dire la messe en vous disant il faut que ce soit ça. Hein. Je vous donne un exemple pour que vous n'ayez pas le vertige de la feuille vide, de la feuille blanche, mais vous pouvez tout changer là-dedans si vous voulez. Hein. Mais vous allez voir qu'on arrive tous à des règles qui sont très comparables en fait. On va être en désaccord sur des détails, mais sur l'essentiel, vous allez établir des contrôles. Alors, article 1. Donc là, on est sur un rond-point. Les porte-paroles, appelés mandataires, il faut leur donner un nom. Vous pouvez utiliser un autre nom que mandataire, hein, si vous voulez. Appelés mandataires sont désignés librement par chaque représenté, on pourrait dire par chaque citoyen, si on étendait cette réflexion à toute la démocratie, sont désignés librement par chaque représenté, qui dépose un nom, soit le sien s'il est candidat, soit le nom d'un autre, qu'il soit candidat ou pas, dans un chapeau, d'où seront tirés au sort tant de X mandataires. Bon, ça c'est la description de l'organisation qu'ils ont choisie. Mais peut-être que vous allez en choisir une autre. Vous allez peut-être choisir une élection à main levée, vous faites comme vous voulez. Hein. Réfléchissez aux conséquences de la procédure que vous allez choisir. Article 2. Les représentés, donc les citoyens, donnent mandat de représentation aux mandataires et aux suppléants pour une durée de X jours. Après une séance de préparation, alors j'ai mis briefing pour... c'est moi qui leur ai glissé le mot briefing, parce que c'est vrai que c'est un mot anglais, j'arrive pas à le traduire en français, et il y a briefing avant qu'ils aillent nous représenter, et il y a débriefing, donc reddition des comptes, une fois qu'ils reviennent de leur représentation. Mais en fait, à chaque fois qu'ils vont nous représenter, avant, on leur dit, tu vas dire ça, ça, ça et ça. Bien, vous, si vous êtes 3, vous allez dire ça et ça, voilà notre point de vue. Et on va leur donner, dans certains cas, de la latitude, en disant, bon, c'est pas un sujet très important, vous faites au mieux, vous nous représentez, là, vous allez pouvoir prendre les décisions à notre place, c'est pas essentiel. Alors que s'il y a une négociation sur un point très important, on dit tu dis ça ou ça, mais pas ça. Et si on les cadre, et ça s'appelle un mandat impératif ou semi-impératif, mais ça peut varier d'une mission à l'autre en fait. Et donc il faut qu'il y ait enfin, là ils ont réfléchi, c'est astucieux, à un briefing avant chaque mission de représentation et un débriefing de réédition des comptes après. Un cadrage à la place de briefing si tu préfères. On peut mettre cadrage, voilà, séance de préparation, ben voilà, ben tu l'écriras à côté justement. Notre cerveau collectif va sûrement améliorer ça beaucoup. À l'issue de laquelle, briefing à l'issue de laquelle ils sont chargés d'une mission, soit de voter à notre place, soit préparer notre vote, dont ils ne peuvent s'écarter. Donc il s'agit d'un mandat impératif. Mais vous pourriez, sur certaines missions, donner un mandat semi-impératif ou un mandat libre, un mandat non impératif. Parce que sur certains sujets, il va falloir qu'ils négocient, on leur fait parfaitement confiance. De toute façon, on va les surveiller pendant qu'ils nous représentent. Et si on voit qu'ils sont en train de nous trahir pendant la représentation, on peut leur retirer leur mandat. Bon, je ne développe pas ce truc-là, j'en ai parlé déjà dans 2 conférences. Il faut que j'aille vite, puis il faudra qu'on fasse un peu de place pour les questions quand même. Et donc l'article 3, les mandataires et leurs suppléants ne peuvent exercer leur représentation que filmés, enregistrés et diffusés en direct par tous les moyens nécessaires. Je répète, les mandataires et leurs suppléants ne peuvent exercer leur représentation que filmés, enregistrés et diffusés en direct. On pourrait ajouter une phrase supplémentaire en disant si la diffusion en direct n'est pas possible, il n'y a pas de représentation possible. C'est-à-dire que la représentation n'a pas lieu, c'est-à-dire que la négociation n'a pas lieu. On pourrait, pour être plus clair, le redire en d'autres termes pour être sûr que ce soit appliqué. Et article 4, les mandataires et leurs suppléants peuvent être révoqués immédiatement et à tout moment. Immédiatement et à tout moment. Alors vous pouvez être sûr que si c'est les élus qui écrivent ces règles-là, ils n'écriront jamais ça. Hein. C'est parce que c'est nous, les représentés, qui l'écrivons, que nous sommes capables d'écrire ça. Il n'y a que nous qui sommes aptes et légitimes pour écrire ces règles. Hein. Les représentants ne sont pas légitimes pour écrire cette règle. Oui. L'article 3, on pourrait dire, tu dis les mandataires et leurs suppléants ne peuvent exercer leur représentation que filmée. Tu veux dire la représentation ne serait valable que s'il y a suffisamment de gens qui regardent le live. Que s'il y a suffisamment de témoins pour le live. Oui, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter, ça. C'est-à-dire que ce serait comme un quorum de surveillance. Il faudrait qu'il y ait au moins 3 personnes qui surveillent pour que la représentation soit validée. Là, mais vous êtes dur, hein, mais c'est bien. C'est tout à fait ça. Là, vous êtes en train d'être constituant. Là, vous n'êtes pas en train de dire je veux telle et telle loi. Vous êtes en train de dire voilà comment vont être écrites les lois, voilà comment on va surveiller les législateurs. Et ça, c'est parce que vous êtes constituant que vous pouvez être unitaire.
Et c'est parce que vous êtes constituant et unitaire que vous pouvez l'emporter. C'est-à-dire qu'on peut changer les choses. C'est tout à fait historique ce qui se passe là. Étienne, oui. Tu peux parler de l'histoire de l'application vert, orange, rouge là? Oui, alors bon, je pensais faire l'économie de ça, mais tout à fait. Alors, parce que les gilets jaunes en question à Agen, ils ont trouvé une idée incroyable. Ils réclament aux jeunes gens hackers qui sont en train de nous programmer une application, l'application du référendum et l'application aux gilets jaunes, une application informatique basée sur la blockchain qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de doublon, qu'il n'y a pas de triche. Et c'est sans gouvernement, c'est-à-dire qu'on s'organise entre nous pour avoir une application informatique qui soit fiable. Et dans cette application, chaque rond-point serait identifié avec les gens dépendants d'un rond-point. Et nous votons sur cette application pour dire c'est ce bonhomme-là qu'on désigne comme notre représentant. Et à partir du moment où quelqu'un est représentant, il a sur son téléphone portable... Qu'est-ce que j'ai foutu de mon téléphone? Mince, j'ai pas mis en mode avion, je suis con, je suis plus con que la moyenne. Sur son téléphone, l'application représentation devient verte parce qu'il est représentant. Et il est représentant, donc il y a les votes, ils sont validés par la blockchain, il y a suffisamment de votes par rapport au nombre de citoyens, enfin de gilets jaunes sur le rond-point, et donc il est vert. Donc quand il va voir le Premier ministre, c'est bon, il pose son téléphone et c'est vert, il a le droit de nous représenter. Il est légitime à nous représenter. Mais si pendant qu'on le voit, donc il y a un live Facebook où on le voit en train de nous représenter. Et puis pendant qu'il nous représente, on voit qu'il est en train de se faire cravater, là. Il est en train de lui mentir, le Premier ministre est en train de lui mentir, il est en train de tout gober, mais ça va pas du tout, il est en train de nous enfumer, il est en train de prendre des décisions qui sont pas bonnes. Sur l'application, on lui retire notre mandat, et si on est nombreux à lui retirer notre mandat, son téléphone devient rouge, c'est fini, il faut qu'il s'arrête. Et ça, c'est quand même inventif. Alors là, les élus, quand tu leur parles d'un truc comme ça, ils deviennent fous, ils disent oh là là, mais quel populiste, mais quel dangereux démagogue. Tu parles démagogue. Quand les représentés vont écrire les règles de la représentation, je peux vous dire, ça va tout changer. Article 5, en fin de mission, article 5, en fin de mission, les mandataires rendent des comptes, c'est le débriefing, aux représentés, donc les citoyens, qui peuvent ensuite leur donner quitus, approbation ou pas. Après ça, vous pouvez imaginer qu'il y a des punitions, hein, ceux qui ont mal représenté. Bon, ben là, enfin, n'y allez pas trop fort sur les punitions, parce que vous avez souvent désigné des gens qui vont se dévouer pour aller représenter. Il suffit de les contrôler et de dire, bon, bah, Zou, tu nous as mal représenté. Sur les punitions, c'est pas la peine d'aller chercher très loin, voilà. Parce que je vous vois venir, parce que vous êtes tellement exaspérés par les injustices et les cruautés que nous imposent nos élus que... Et donc ça, cette possibilité de révoquer notre mandat, c'est l'application du référendum révocatoire. Ah oui, c'est mon truc qui fait qui a un faux contact. Il faut que je tripote quand ça fait des... Non, c'est Macron qui vous écoute. Ah, c'est la CIA qui ne veut pas qu'on se parle. On peut imaginer, par exemple, tu peux... Tu es complotiste, là, Étienne. Pendant 3 mois, 6 mois, et puis après, tu reviens dans le circuit. Oui, tout à fait. On peut imaginer une mise au banc pendant 1 mois ou 2, et puis avec une possibilité de revenir. On peut imaginer que la personne, elle gagne en maturité aussi. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Virginia. Il y a Virginia qui est déjà en train de faire l'atelier constituant. Elle est déjà en train d'écrire, d'avoir des idées, qui est déjà en train de faire l'atelier constituant. Elle est déjà en train d'écrire, d'avoir des idées de ce qu'il faut écrire. On a fait des réunions déjà. Voilà, oui. Avec Lucien. Super. Oui. Merci. Oui, tout à fait. Les articles sont liés entre eux. Mais ceci dit, si tu essayes d'en retirer un, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui devient imprécis et qui manque. Ouais. Je vais faire porte-voix, je vais répéter ce que tu dis, comme ça tout le monde entend. J'ai besoin d'une vision en perspective, c'est-à-dire pour l'instant on a... J'ai besoin d'une vision en perspective. Pour l'instant, on est atomisé entre différents ronds-points partout sur le territoire. Alors, c'est un peu comme si tu... Je vais te donner une image pour te répondre. C'est un peu comme si tu disais à ton enfant qui est en train d'apprendre à écrire, et ton enfant te dit... J'apprends à faire des A, mais ça ne sert à rien, c'est à quoi ça sert? J'apprends à écrire des mots, mais à quoi bon? Alors, il faut que tu lui expliques que c'est juste après, c'est dans pas longtemps que ça va devenir génial d'avoir appris à écrire. Tu comprends? Ce qui est important, c'est pas ce texte que nous écrivons. Alors ce texte que nous écrivons, il fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire d'une part, il nous entraîne à être constituants pour le moment où on va écrire la même chose pour les élus, au niveau de la société tout entière, et en même temps, il nous permet de nous organiser sur notre rond-point pour avoir des représentants dont on n'a rien à craindre. Donc, eh ben, ils représentent une sorte... Attends, il y a plein de ronds-points sur lesquels ils sont... comment ils s'appellent? C'est...
Non, mais à mon avis, il veut dire... À midi, c'est Alexiane qui m'a parlé de 6000 personnes inscrites sur le rond-point ou sur le péage. Donc c'est comme une commune, ça. Hein. 6000 personnes, c'est une commune. Hein. C'est Cantaron. Vous voyez, pour porter quelle parole? Ben, ça dépend. Non, mais les ronds-points, ils ont besoin d'être représentés entre ronds-points pour faire une fédération. Donc pour moi, un rond-point, c'est comme une commune libre. C'est comme une commune libre. Et les communes libres, elles ont besoin de se fédérer entre elles. Relire... Ah, ouais, bah peut-être qu'il faut que je fasse un graphique, mais peut-être qu'il faut que vous fassiez vous le graphique. Enfin, je veux dire, c'est collectif ce truc-là. Hein. Absolument, c'est une bonne idée de représenter de façon graphique l'idée des communes libres par rond-point et de la fédération des communes libres par représentant sous contrôle des communes. Donc, si vous voulez, la démocratie, une fédération, une confédération, ça ne peut être démocratique que si c'est institué par la base, qui organise la subsidiarité, c'est-à-dire sa souveraineté sur tout ce qu'elle ne délègue pas, et qui consent à déléguer une partie de son pouvoir à des représentants pour aller créer une fédération au niveau départemental d'abord, puis régional, puis national, qui n'accepte de désigner des représentants que sous un contrôle étroit et sourcilleux. Et si on arrive à faire ça, non seulement en France, mais partout sur Terre, en fait, hein, je ne vois pas du tout d'obstacle intellectuel à ce qu'on arrive à une fédération de communes libres mondiale. Mais ce n'est pas du tout le même gouvernement mondial que celui qu'ils sont en train d'essayer de faire par le haut, où en fait nous n'avons aucun pouvoir parce que nous n'avons pas été partis au processus constituant. Il me reste combien de temps? J'ai déjà dépassé. Ça dépend ce que tu veux faire. Ben, moi j'aimerais bien parler aussi du RIC. Hein. Est-ce qu'on peut faire la même chose? C'est-à-dire décrire le... Est-ce qu'on peut passer au RIC là? C'est-à-dire que je vous décris, parce que ça vaut le coup, si vous voulez, de le lire c'est une chose, mais de le lire en le commentant, ça fait un truc plus vivant. Je vais lire juste Je vais lire juste la colonne du centre du document que je vous ai donné. Donc c'est pas très long, il n'y a pas beaucoup de texte. Hein. La colonne du centre, c'est même pas la moitié de la page, quoi. Hein. Et après, on passe au débat. Et après, on passe au débat. Et il faudrait qu'ils puissent poser des questions. Et les ateliers après. Donc voilà, il y a déjà... Pourquoi on n'est que jusqu'à 21h30? Là, tu m'as cravaché une heure, on n'allait pas jusqu'à 22h30? Pas moi. Vous êtes là jusqu'à combien normalement? Il faut que vous partiez à 9h? À 9h, vous vous transformez. Le carrosse se transforme en citrouille. Tu peux grignoter un petit peu. C'est presque comme si tu... Voilà. Mais t'as raison, il faut me remaquer un peu, sinon je dépasse trop. C'est 10 minutes, après tu as un quart d'heure. On parle du RIC? On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on lit l'article et on commente. Je fais vite, promis. Ce mari, vous connaissez? C'est mon ivrogne. Alors, dans la Constitution, enfin dans l'anti-constitution actuelle, dans cette prison politique qu'est notre Constitution, qui est sur la colonne de gauche, il y a deux référendums qui sont deux institutions extrêmement dangereuses pour nous. C'est les référendums à l'initiative des puissants, à l'initiative du président, à l'initiative des parlementaires. D'abord, c'est l'article 3 qui prévoit, c'est une incroyable arnaque ce truc-là, on le prend très souvent comme exemple d'arnaque, d'anticonstitution, je le lis avec vous, article 3 actuel. C'est drôle tellement c'est une escroquerie, quoi. Et on le lit ensemble. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ça commence vachement bien. La souveraineté nationale appartient... La souveraineté, c'est qui décide. Hein. La souveraineté, c'est qui décide. Super important, ça. Hein. Qui décide. Et la souveraineté nationale appartient au peuple. Super. Qui l'exerce? Yes. Non, qui l'exerce? Regarde. La souveraineté appartient au peuple. Qui l'exerce? Par ses représentants. Voilà. Alors, par ses représentants, c'est une arnaque. C'est-à-dire que c'est pas nous qui l'exerçons, c'est les représentants qui l'exercent, c'est-à-dire que c'est eux qui décident. Bon, première arnaque. Mais ensuite, deuxième arnaque, parce qu'on dirait que, et c'est par la voie du référendum, on dirait que, alors, référendum, quand on a réfléchi, on sait que les représentants, on les élit, d'accord, là on renonce à voter. D'accord, ça c'est pas vraiment, c'est une arnaque, c'est pas l'exercice de la souveraineté. Arnaque, c'est pas l'exercice de la souveraineté. Mais par contre, le référendum, on vote. Donc on vote, c'est la souveraineté. Oui, mais ce qui n'est pas dit, c'est ce qui devrait être écrit là, c'est par la voie du référendum, mais jamais à l'initiative du peuple. Pour que ce soit clair, parce que c'est ça qui est prévu en fait. Et en fait, dans l'article 11,
il y a les modalités du référendum, qui a l'initiative, et là vous vous apercevez que l'initiative, c'est le président de la République qui peut faire appel au peuple pour voter un référendum, ou les parlementaires. Un cinquième des parlementaires, donc c'est un grand nombre de parlementaires, peuvent déclencher, avoir l'initiative d'un référendum. Mais c'est l'initiative parlementaire, ça, c'est pas du tout une initiative populaire. C'est-à-dire que dans l'anti-constitution actuelle, ils osent appeler ça référendum d'initiative partagée, parce que une fois que les parlementaires ont pris l'initiative, une fraction importante, je crois que c'est 20%, on sait combien là, 10%. Un dixième, donc c'est 10%. 10% de la population, c'est-à-dire 4 millions de personnes. Donc c'est 10%. 10% de la population, c'est-à-dire 4 millions de personnes, hein, puisqu'on est 40 millions d'électeurs. 4 millions de personnes peuvent venir en soutien aux députés. Mais en soutien, c'est pas l'initiative, ça. S'il n'y a pas d'initiative des parlementaires, il n'y a rien du tout. On peut toujours être en soutien à quelque chose qui n'existe pas. L'initiative, elle est parlementaire, elle n'est pas partagée. Bon, bref, l'article 11... Le résultat du référendum ne correspond pas à ce qu'ils attendent, ils abrogent, voire Exactement. Sarkozy pour le traité de Lisbonne. Exactement. En plus, quand ils nous posent la question et qu'ils ne sont pas contents de la réponse, ils nous roulent dessus comme si nous n'existions pas. Donc, tout ça est une arnaque absolue. Donc, nous, on l'a barré. Enfin, moi, j'ai barré l'article 11. Et je l'ai remplacé par autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai mis à la place? Voilà, à mon avis, les sujets sur lesquels vous devriez être constituant. Alors, j'ai mis 3 grandes parties, mais vous pouvez en imaginer d'autres. Hein. C'est un chantier, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui êtes souverain, c'est vous qui êtes... Quand vous devenez constituant, c'est vous qui êtes légitime, apte et légitime à écrire ce texte. Je vous montre ce que j'ai produit moi pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, mais j'en ai sûrement oublié. Il y a sûrement des trucs qui sont mal dits, j'en ai mis trop peut-être. Vraiment, prenez ça comme un point de départ, vous pouvez gribouiller tout ce que vous voulez, hein, évidemment. Premier sujet de conversation, les seuils de déclenchement. Un référendum d'initiative populaire, c'est d'abord une initiative, c'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ont une idée de questions à poser à l'ensemble des autres citoyens. Il y a une initiative, un délai de réflexion pour éclairer l'opinion sur la question posée. Alors, ça peut être une semaine, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et à mon avis, ce serait bien que ça puisse varier suivant les questions, parce qu'il y a des questions sur lesquelles c'est évident et on peut aller vite, alors qu'il y a des questions sur lesquelles on a intérêt à pas décider sous l'influence de la colère ou de l'émotion. Et donc on a intérêt à mettre du temps, et simplement en mettant du temps, en disant c'est 6 mois minimum, déjà vous calmez le truc, vous empêchez que... Tu sais, ils nous répondent... Les éditocrates, là, les voleurs de pouvoir, les ennemis du peuple qui voudraient nous faire croire que si on a le référendum d'initiative populaire, les voleurs de pouvoir, les ennemis du peuple qui voudraient nous faire croire que si on a le référendum d'initiative populaire, on va tout de suite rétablir la peine de mort au premier attentat venu, parce que nous sommes des bêtes affamées, assoiffées de sang. C'est tout à fait capable de mettre à l'écart ce risque-là en prévoyant un long délai, 6 mois par exemple, entre l'initiative et le vote du référendum. Avec ces 6 mois, et vous allez voir qu'il y a une chambre du référendum qui organise les débats, qui s'occupe du fait que toutes les opinions dissidentes, j'y reviens tout à l'heure, soient mises en scène. Si vous avez bien éclairé l'opinion dans l'intervalle, vous aurez une opinion bien plus éclairée que celle des élus en ce moment, d'ailleurs. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme seuil de déclenchement? Dans toute la procédure, en fait, je vais faire appel à la chambre du référendum. Donc, j'ai mis le paragraphe en tête. Alors on pourrait le mettre en queue, mais comme on fait souvent référence à la chambre du référendum, on en décrit tout de suite le fonctionnement. Et, en fait, si vous regardez la constitution du plan C, qui est une constitution d'origine populaire qu'on trouve sur mon site, il y a plein de chambres tirées au sort. Tous les contrôles des pouvoirs sont exercés par des citoyens tirés au sort. Et de cette façon, vous garantissez le fait que les pouvoirs sont vraiment contrôlés. Alors, la chambre du référendum tirée au sort. Et là, je n'ai pas dit combien de personnes. J'ai pas dit pour quel mandat, ça vous pouvez peut-être l'ajouter, c'est-à-dire réfléchir au mandat et à la durée des mandats et au nombre de personnes que vous mettez dans la chambre des référendums. La chambre des référendums, est-ce qu'on en met une nationale ou est-ce qu'on en met une dans chaque ville ou une dans chaque département? Ça reste à réfléchir, ça. La chambre du référendum organise le planning des référendums et contrôle les débats contradictoires, la mise en scène des conflits, avant tout référendum. D'une part sur le site des référendums, et d'autre part sur la télévision des référendums. C'est-à-dire que nous décidons, nous citoyens, de créer un site dédié au référendum et de créer une télévision dédiée au référendum. Pour éclairer l'opinion, on a besoin des médias nécessaires. Et c'est des médias sous contrôle citoyen. Pour éclairer l'opinion pendant au moins 6 mois avant le vote.
4 fêtes, alors j'ai augmenté, j'avais mis 2, mais en fait ça pourrait aussi bien être 4, donc tous les 3 mois. 4 fêtes des référendums sont organisées chaque année, qui sont des jours fériés, chômés, et puis j'ai rajouté payés, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc ça c'est la chambre des référendums, vous allez voir on y fait souvent allusion, et en fait c'est pas une chambre oligarchique, c'est des citoyens tirés au sort, des gens comme nous, qui ont des mandats courts et non renouvelables. Arrêtez de discuter dans le fond. Oui, mais on a un Oui, il faut que je me dépêche. Il y a un problème technique. avec Un problème technique. Et donc, Voilà. tu C'est quoi le problème conduis 5 minutes, après 5 Vu minutes qu'on n'a de pas de problème. réseau, Comment ça, le au niveau réseau se met YouTube, en ça place? diffuse. Là, on peut plus diffuser actuellement. Donc, il faut C'est qu'on ça à change. cause de problèmes techniques. Parce que c'est trop long. Non, c'est Non. pas ça. c'est pas- Même YouTube, il en a marre. Alors, Voilà. Bon, mais on peut C'est un arrêter. problème hein. Wi-Fi, c'est un problème de Non, mais Wi-Fi. tu faut changer termines, le et après on téléphone. fait une pause de 5 et 10 minutes, et après on recommence. Ça va? Ça marche. Pour résoudre Allez. le problème technique, et Technique puis parce après, que les gens qui n'ont pas pu ça vous venir va. suivent le sur YouTube. D'accord. Que les gens qui n'ont pas pu Ça vous venir va. suivent le sur YouTube. D'accord. en live. Bon, de toute façon, ça vous fera du bien de vous arrêter un petit peu, parce que depuis le temps Après, on que reprend, C'est hein. vrai que vous parlez beaucoup. il fait chaud là. Hein. Après, il y a un problème technique pour la diffusion directe. Hein Attends. Bon, alors on résout le problème. Il a encore 5 minutes, après on arrête 5 à 10 minutes, et après on reprend. Alors, je ne vais pas détailler. Ah mais là, il n'y a plus rien. Je ne vais pas détailler les 3 types d'initiatives. Je vais juste souligner le fait que. Je vais juste souligner le fait que vous êtes complètement libre d'imaginer les différentes façons d'accepter les initiatives citoyennes. Initiatives citoyennes, la plupart du temps dans tous les pays du monde, c'est 100 000 électeurs peuvent, s'ils sont d'accord, poser une question à leurs congénères. 100 000 électeurs. Ça peut être 50 000, ça peut être 700 000. Plus vous mettez la barre haut, moins vous aurez de référendum. Si c'est les élus qui le décident, ils vont nous mettre 2 millions d'électeurs, ce qui fait que comme ça, ils sont sûrs qu'ils ne seront pas embêtés avec les référendums. Mais plus vous le mettez bas, plus vous allez avoir un grand nombre d'initiatives. Et si vous en avez trop, vous allez dégoûter les gens. On va tuer l'institution parce qu'on aura trop de référendums. Donc si vous mettez l'initiative à un très petit nombre de personnes, il faut mettre des filtres. Enfin, il faut mettre un filtre et qu'il ne soit pas un filtre oligarchique. C'est-à-dire qu'il ne soit pas un conseil constitutionnel, un truc comme ça. Il faudrait que ce soit une chambre tirée au sort qui vérifie que c'est un projet sérieux, un projet qui tient la route. Alors, là, j'ai prévu l'initiative collective qui ressemble à ce qui existe partout dans tous les pays où il y a un référendum d'initiative citoyenne. J'ai prévu aussi une initiative individuelle filtrée par la Chambre du référendum. C'est-à-dire que la Chambre du référendum a comme mission d'écouter tous ceux qui ont une idée, une bonne idée. La Chambre du référendum leur doit une demi-heure d'écoute. Et puis si elle s'aperçoit que c'est intéressant et qu'une demi-heure ça n'a pas suffi, eh ben, la Chambre du référendum peut décider de donner une demi-heure de plus ou une heure de plus, elle est souveraine pour faire ça. Et ensuite, la Chambre du référendum vote pour dire cette initiative elle est bonne, on la met au planning, ou bien il faut la retravailler, retourner la travailler, puis vous nous la représenterez quand vous l'aurez bossé. Et puis il y a une initiative qui ressemble à ce que Condorcet imaginait, l'initiative individuelle par cercle croissant, qui est défendue par Anna Saillant sur Facebook, qui est vraiment c'est un cerveau remarquable. Je vous recommande de suivre Anna Saillant sur Facebook, c'est magnifique. Hein. Elle va rougir, mais bon. En tout cas, l'idée qu'elle défend, là, c'est une idée qui était défendue par Condorcet, et qui est une façon d'atteindre progressivement le niveau national en commençant au niveau très local. C'est-à-dire, au niveau du pâté de maison, je peux essayer de convaincre mon pâté de maison de l'initiative qui me semble bonne. Et si j'arrive à convaincre mon pâté de maison, à ce moment-là, la commune est obligée, parce qu'on l'écrit dans la Constitution, d'organiser un référendum communal sur la même question. Et si la commune décide majoritairement que oui, répond oui à la question, ça veut dire que le département va devoir, le département va devoir obligatoirement poser la question, la même question à tout le département. Et si le département vote oui, c'est au niveau national. Vous voyez, c'est progressivement qu'on accède, et Condorcet avait imaginé ça. Ce qui reste à dire est tout à fait essentiel. J'ai peur que vous partiez, vous déconcentriez. Je vais juste dire d'un mot. Le bas de la page, là, c'est peut-être le plus important. Parce que c'est complètement, on ne le trouve pas dans les différents RIC. Alors, on ne le trouve évidemment pas dans les RIC écrits par des élus, mais même écrits par les citoyens, ça ne se trouve pas. Aujourd'hui, si on instituait le RIC comme celui-là, sans la partie basse, avec les médias achetés et contrôlés par les riches, le RIC est un produit dangereux.
Parce que les riches sont capables de nous mettre la tête à l'envers en nous répétant tous les jours des contre-vérités qui vont nous conduire, ou en tout cas peut-être pas nous, parce qu'on est prévenus, on est politisé, on est capable peut-être de prendre du recul par rapport aux mensonges des médias, mais la plupart des gens qui sont politisés, qui regardent la télé toute la journée, vous savez que la moyenne de vision de la télévision dans le pays, c'est 3 heures. C'était 3h30 de moyenne par jour. Moi, je ne la regarde pas, donc il y a un mec qui la regarde 7 heures par jour. Hein. Donc, la moyenne, c'est passé de 3h30 à 3h45. Donc, c'est absolument considérable. Et les gens qui regardent la télé presque 4 heures par jour, ils sont intoxiqués par la télé. Et donc, avec les médias dépendants des riches, ils sont capables de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts. Il est donc essentiel pour les gilets jaunes constituants qui sont en train d'écrire le RIC qu'ils veulent, de prévoir un article ou un alinéa qui dit comment on rend les journalistes indépendants. Alors, je vous glisse, moi ici j'ai mis une technique, mais il y en a une autre, et vous allez peut-être en imaginer une autre. Comment on peut faire pour rendre les journalistes indépendants des riches? Autrement dit, comment on peut empêcher les riches de prendre le contrôle, en les achetant comme on achète une voiture, de prendre le contrôle des journalistes? Comment on fait? Oui, il n'y a pas que les journalistes. Ah oui, non, mais là je parle de l'information. Il s'agit d'éclairer l'opinion avant de voter. Les juges, c'est autre chose. Tu as raison, on va avoir le même problème avec les juges. Absolument. Mais, là, pour se concentrer sur le problème, pour que le vote du référendum ait un sens, il faut que l'opinion ait été éclairée entre l'initiative et le référendum. Or, cet éclairage de l'opinion, il dépend de l'indépendance des médias. Or, c'est à nous de rendre les médias indépendants, parce qu'ils ne le sont plus du tout. Il y a 9 milliardaires qui ont acheté tous les journaux du pays. 9 personnes qui ont acheté tous les journaux, tous, à part le Canard enchaîné et Charlie, si j'ai bien compris. Donc c'est tout à fait problématique. Hein. Pour l'instant, les médias ne sont pas indépendants. Alors, il y a une façon de faire. Celle que j'ai écrite, c'est que nous pouvons dire, nous, Français, alors on décide pour notre pays, hein, et puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent à côté, mais nous, dans notre pays, on a décidé que tous les médias appartenaient à leurs journalistes et employés, pas que les journalistes, aussi les employés, les employés et journalistes. Autrement dit, point, aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média. Aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média. C'est interdit, voilà. Les riches ne peuvent pas acheter un. Alors vous allez me dire, dans l'état actuel, il n'y a que déjà le travail de sélection, les riches n'ont sélectionné que des journalistes ultralibéraux, et donc on n'a que la doxane néolibérale, parce qu'ils ont été recrutés comme ça, et si on leur donne la propriété de leurs médias, ça ne va pas changer. Oui, ok, mais s'il y a plein de jeunes gens qui brûlent de faire leurs médias, ils vont faire des médias qui sont alternatifs, et ce coup-là, parce qu'à chaque fois que le média marche, les riches l'achètent, et ils le transforment en truc néolibéral. Alors que là, des jeunes gens vont créer de nouveaux médias qui vont fonctionner, et que les riches ne pourront pas acheter. Donc, bref, en tout cas, et on rajoute une phrase en disant... Tous les actuels propriétaires de médias doivent céder gratuitement le média en question à leurs journalistes et employés. Alors, peut-être que la Chambre du référendum peut s'occuper, prendre en charge l'indemnisation des propriétaires, des pauvres propriétaires. Bon, c'est vous qui allez décider. Voilà. Ils reçoivent 280 millions d'euros par an de subventions de l'État. Voilà. Vous énervez pas. Alors, donc, en tout cas, il y a une autre technique. Il y a une autre technique qui n'est pas celle que j'ai écrite là, mais que vous pouvez très bien prévoir. Écoutez bien. C'est important ça, parce que il n'y a que nous pour écrire ça. Les élus n'écriront jamais un truc pareil. Et si on se passe le mot entre nous, c'est une bonne idée, ça peut marcher à toute vitesse. Il faut bien être concentré. On a, avec les journalistes, le même problème qu'avec les juges. Je ne dis pas que les juges, c'est bien réglé, parce que les juges ne sont pas tout à fait aussi indépendants que ce qu'il faudrait. C'est un euphémisme. Mais, attendez, écoutez. Il n'y a plus de séparation de pouvoir. D'accord, je sais ça, mais il y a quand même, comprenez, nous, citoyens, nous sommes légitimes à dire nous ne voulons pas que les juges soient payés par les riches. On ne veut pas que les juges soient les juges subordonnés, salariés des riches. Vous comprenez ça? Donc, nous disons, nous, citoyens, nous voulons payer, nous, les juges. On tient, parce que c'est 3 francs 6 sous, hein, sur le plan du budget, c'est quelques centaines de milliers d'euros, c'est rien. Quelques millions d'euros, rien. C'est pas une question d'argent. Nous tenons à les payer, nous, pour qu'ils soient indépendants des riches. Vous avez compris ça? Alors,
il y a des tas de passerelles qui font que le pouvoir exécutif, parce que c'est un exécutif, c'est De Gaulle qui a écrit la Constitution, donc il y a plein de passerelles qui permettent à l'exécutif de tordre le bras à des juges, mais on pourrait très bien imaginer une Constitution dans laquelle nous payons les juges et on interdit absolument, on fait ça bien, on interdit au pouvoir législatif, exécutif, de venir mettre leur nez dans les affaires des juges qu'on a rendus vraiment indépendants. Eh bien, c'est exactement pareil pour les journalistes. Nous pourrions très bien dire, comme pour les juges, nous pourrions très bien dire, les journalistes, on ne veut pas qu'ils soient payés par les riches, ou par la publicité, on tient à ce qu'ils soient indépendants, alors on va les payer nous. On va en faire, ce pas des fonctionnaires, on va en faire des agents de la fonction publique, payés par les citoyens, et rendus indépendants de tous les pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif n'a absolument pas le droit, on va criminaliser ça. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif qui se mettrait en tête de commencer à téléphoner à un journaliste pour lui tordre le bras, lui, il est criminalisé, il peut être révoqué, par exemple, il peut être tout à fait. Donc, on peut organiser l'indépendance des journalistes en disant nous les payons nous et nous interdisons à tous les autres pouvoirs de venir mettre leur nez dans les affaires des journalistes. Donc les jeunes gens qui aujourd'hui veulent être journalistes, ils vont faire comme les jeunes gens qui veulent être juges, ils vont suivre l'école de la magistrature, les autres ils vont suivre l'école de journalisme. Il faudrait peut-être qu'il y en ait plusieurs, il ne faudrait pas que ce soit des écoles comme aujourd'hui sûrement. Et parce qu'il faut lire le bouquin de François Ruffin sur les écoles de journalisme, c'est quand même incroyablement formatant et déformant. Mais bon, on pourrait réfléchir à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on pourrait faire du journalisme un service public protégé par les citoyens qui ont institué eux-mêmes l'indépendance des jeunes gens. Et comme pour le contrôle des juges, dans la Constitution d'origine citoyenne qu'on a écrite depuis 15 ans, les juges sont contrôlés non pas par les juges eux-mêmes comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est les juges qui jugent les juges, c'est les policiers qui jugent les policiers, etc. Ils se jugent entre eux, hein. C'est les profs qui jugent les profs entre eux, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, se sont arrogés le droit de se contrôler eux-mêmes. Mais dans la Constitution d'origine citoyenne, je vous dis, ça ne marche pas du tout comme ça. Pour chaque pouvoir, il y a une chambre tirée au sort, qui est la chambre du Parlement, parce qu'elle contrôle le Parlement, la chambre de l'exécutif qui contrôle l'exécutif, la chambre des juges, composée de citoyens tirés au sort qui contrôle les juges, la chambre des médias, qui est la chambre des citoyens tirés au sort qui contrôle les médias. Et à ce moment-là, vous avez votre contrôle de responsabilité. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont indépendants, ils ne doivent pas leur pouvoir aux riches, à la fois, ils sont indépendants, ils ne doivent pas leur pouvoir aux riches. Ils sont indépendants. Donc, c'est les jeunes gens qui dévouent leur vie. Ils sont possiblement militants. Hein, il va y en avoir de gauche, de droite, ça va être divers, puisque hein, c'est très bien que ce soit divers. Et par contre, on va les protéger de l'acquisition par les riches, parce qu'ils ne sont pas à vendre. Et on écrit que c'est impossible pour un riche d'acheter le média. Ça, à mon avis, c'est une bonne piste pour rendre des journalistes. Il n'y a que nous qui sommes capables d'écrire ça. Hein. Les banquiers ont acheté tous les médias pour nous mettre la tête à l'envers, pour que nous ne soyons pas capables ils ne vont jamais instituer l'indépendance des médias, parce que c'est les médias dépendants qui auront permis d'être élus. Je répète, dans le programme du CNR, il y avait cette indépendance des médias qui était très simple. Mais ce qu'avait pas prévu le CNR, c'est que pour que les bonnes idées du CNR adviennent, il fallait que les citoyens soient constituants. Il fallait que les citoyens écrivent. Et puis sur la fin, par contre, vous pouvez la comprendre facilement, sans avoir besoin peut-être d'un commentaire. Il s'agit juste de dire dans l'avant-dernier paragraphe, si le référendum a été voté, personne ne peut se mettre en travers, ni Conseil constitutionnel, ni rien, aucun organe ne peut se mettre en travers. Si ça a été voté, ça s'applique. Ça, c'est un paragraphe. Et deuxième paragraphe, ça s'applique au plus haut niveau du droit. C'est-à-dire que ce que nous avons décidé par référendum, c'est supérieur même aux traités, évidemment. C'est incroyable que les traités qui sont signés par l'exécutif soient supérieurs aux lois. Mais ça, c'est scandaleux. Hein. Et c'est pas du tout une fatalité. Réfléchissez à ça. Ça, ce sera un autre atelier constituant. Mais réfléchissez à la hiérarchie des normes. Je vous rappelle que les traités sont signés par les exécutifs. Comment ça se fait qu'on les mette au-dessus des lois? C'est tout à fait contestable. Il y a même des traités qui sont supérieurs à la Constitution. Les traités de l'Union européenne sont... C'est absolument scandaleux, contraire, supérieur à la Constitution. Bref, de toute façon, l'Union européenne, il faut se barrer, donc c'est autre chose. Bon, voilà, j'ai arrêté. J'arrête de parler. Une pause pour l'enregistrement. Merci à vous de votre concentration, pardon, de ce bavardage. Après cette brève allocution, il va y avoir du coup une petite pause de 10-15 minutes. On ne coupe pas le live, on va juste couper le son.
Et n'hésitez pas à rafraîchir votre page d'ici 10-15 minutes au cas où, avec des problèmes techniques, on aurait dû justement couper le live. À tout à l'heure, dans 10-15 minutes. Ben non, mais je diffuse pas là, il va falloir que je monte tout ça. Ouais, et après tu le mets sur sur Combini. Fais un